Partie 2. Chapitre 3. Prendre ses responsabilités. Bien que l'expression « prendre ses responsabilités » paraisse simple, le concept n'est ni facile à comprendre ni facile à mettre en pratique dans le trading. Nous avons tous entendu cette expression et été confrontés à la nécessité d'assumer nos responsabilités à tant de reprises dans notre vie qu'il est facile de tenir pour acquis que nous savons exactement ce que cette expression signifie. Prendre ses responsabilités dans le trading et apprendre les principes de réussite sont indissociables. Il est essentiel de comprendre, de fond en comble, en quoi vous êtes ou non responsable de votre réussite en tant que trader. Ce n'est qu'alors que vous pourrez acquérir les qualités qui vous permettront de rejoindre le cercle restreint des traders qui réussissent régulièrement sur les marchés. À la fin du chapitre 1, j'ai introduit l'idée de se projeter dans le futur. Autrement dit, le trader performant et constant que vous souhaitez devenir n'existe pas encore. Vous devez créer une nouvelle version de vous-même, tout comme un sculpteur crée l'image d'un modèle. Façonnez votre environnement mental. Les outils que vous utiliserez pour créer cette nouvelle version de vous-même sont votre volonté et votre désir d'apprendre, alimentés par votre passion pour la réussite. Si la volonté et le désir d'apprendre sont vos principaux outils, alors quel est votre médium ? Un artiste sculpteur peut choisir de travailler avec différents matériaux, l'argile, le marbre ou le métal, par exemple. Mais si vous souhaitez créer une nouvelle version de votre personnalité qui s'exprime en tant que trader constamment performant, vous n'avez que vos convictions et vos attitudes. Le médium de votre démarche artistique sera votre environnement mental, où, grâce à votre désir d'apprendre, vous pourrez restructurer et installer les convictions et les attitudes nécessaires à l'atteinte de votre objectif ultime. Je suppose que votre objectif ultime est la régularité. Si vous êtes comme la plupart des traders, vous ne réalisez pas tout le potentiel des opportunités qui s'offrent à vous. Pour exploiter pleinement ce potentiel et en faire une réalité, votre objectif principal doit être d'apprendre à penser comme un trader qui réussit régulièrement. N'oubliez pas que les meilleurs traders ont des modes de pensée uniques. Ils ont acquis une structure mentale qui leur permet de trader sans peurer. En même temps, les empêche de devenir imprudents et de commettre des erreurs liées à la peur. Cet état d'esprit comporte plusieurs composantes, mais l'essentiel est que les traders qui réussissent ont pratiquement éliminé les effets de la peur et de l'imprudence de leur trading. Ces deux caractéristiques fondamentales leur permettent d'obtenir des résultats constants. En adoptant cet état d'esprit, vous aussi pourrez trader sans crainte. Vous êtes susceptible de commettre une multitude d'erreurs liées à la peur, qui naissent de la rationalisation, de la déformation inconsciente des informations, de l'hésitation, de l'anticipation ou de l'espoir. Une fois la peur dissipée, il n'y aura plus aucune raison de commettre ces erreurs et, par conséquent, elles disparaîtront pratiquement de vos transactions. Cependant, éliminer la peur n'est que la moitié de l'équation. L'autre moitié réside dans la nécessité de développer la retenue. Les excellents traders ont appris qu'il est essentiel d'avoir une discipline intérieure ou un mécanisme mental pour contrer les effets négatifs de l'euphorie ou de l'excès de confiance résultant d'une série de transactions gagnantes. Pour un trader, gagner est extrêmement dangereux si l'on n'a pas appris à se surveiller et à se contrôler. Si l'on part du principe que pour gagner en régularité, les traders doivent concentrer leurs efforts sur le développement de leur état d'esprit, on comprend aisément pourquoi tant de traders échouent. Au lieu d'apprendre à penser comme des traders, ils cherchent à gagner plus d'argent en se familiarisant avec les marchés. Il est quasiment impossible de ne pas tomber dans ce piège. Plusieurs facteurs psychologiques incitent à penser que c'est la méconnaissance des marchés qui est à l'origine de nos pertes et de notre manque de régularité. Résultat. Or, ce n'est pas le cas. La cohérence que vous recherchez réside dans votre esprit, et non dans les marchés. Ce sont les attitudes et les croyances concernant l'erreur, la perte d'argent et la tendance à devenir imprudent, même en pleine forme, qui sont à l'origine de la plupart des pertes, et non la technique ou la connaissance du marché. Par exemple, si vous pouviez choisir l'un des deux traders suivants pour gérer votre argent, lequel choisiriez-vous ? Le premier utilise une technique de trading simple, voire médiocre, mais possède un état d'esprit qui le rend inconsciemment réticent à déformer les informations du marché, à hésiter, à rationaliser, à espérer ou à anticiper. Le deuxième est un analyste exceptionnel, mais il agit toujours sous l'emprise de peurs qui le rendent vulnérable à tous les troubles psychologiques dont l'autre est exempt. Le bon choix devrait être évident. Le premier trader obtiendra de bien meilleurs résultats avec votre argent. L'attitude produit globalement de meilleurs résultats que l'analyse ou la technique. Bien sûr, l'idéal est d'avoir les deux, mais les deux ne sont pas indispensables, car si vous avez la bonne attitude, le bon état d'esprit,
tout le reste du trading sera alors relativement facile, voire simple, et certainement beaucoup plus amusant. Je sais que pour certains d'entre vous, cela peut être difficile à croire, voire pénible, surtout si vous avez lutté pendant des années pour tout apprendre sur le marché. Il est intéressant de noter que la plupart des traders sont plus proches de la façon dont ils doivent penser dès leur début qu'à tout autre moment de leur carrière. Nombreux sont ceux qui débutent le trading avec une vision très irréaliste des dangers inhérents. C'est particulièrement vrai si leur première transaction est gagnante. Ils se lancent ensuite dans la seconde sans aucune crainte, voire sans crainte. Si cette transaction est gagnante, ils se lancent dans la suivante avec encore moins d'inquiétude face à ce qui serait autrement une possibilité inacceptable de perte. Chaque victoire ultérieure les convainc qu'il n'y a rien à craindre et que le trading est le moyen le plus simple de gagner de l'argent. Cette absence de peur se traduit par un état d'esprit insouciant, semblable à celui que de nombreux grands athlètes décrivent comme une zone. Si vous avez déjà eu l'occasion de ressentir cette zone dans un sport, sachez que c'est un état d'esprit où la peur est absente et où l'on agit et réagit instinctivement. On ne pèse pas les alternatives, on ne réfléchit pas aux conséquences et on ne remet pas en question ses propres décisions. On est dans l'instant présent et on fait, tout simplement. Quoi qu'on fasse, c'est exactement ce qu'il fallait faire. La plupart des athlètes n'atteignent jamais ce niveau de jeu, car ils ne surmontent jamais la peur de faire une erreur. Les athlètes qui atteignent un point où ils n'ont absolument plus peur des conséquences d'une erreur entrent généralement, et assez spontanément, dans la zone. D'ailleurs, une zone psychologique n'est pas un état dans lequel on peut se forcer, comme on peut se forcer à réaliser un exploit d'endurance. C'est un état d'esprit intrinsèquement créatif, et généralement, si l'on commence à réfléchir à ses actions de manière rationnelle ou consciente, on en sort instantanément. Même si vous ne pouvez pas vous forcer à entrer dans une zone, vous pouvez créer les conditions mentales les plus propices à cette expérience en développant une attitude positive et gagnante. Je définis une attitude positive et gagnante comme l'attente d'un résultat positif de ses efforts, en acceptant que les résultats obtenus reflètent parfaitement son niveau de développement et ce qu'il faut apprendre pour s'améliorer. C'est ce qu'ont les grands athlètes, une attitude gagnante qui leur permet de surmonter facilement leurs erreurs et de rester concentrés. D'autres s'enlisent dans l'autocritique négative, les regrets et l'apitoiement sur soi. Rares sont ceux qui développent une attitude positive et gagnante. L'anomalie curieuse du trading est que, si vous démarrez avec une transaction gagnante, vous ressentirez automatiquement l'insouciance inhérente à une attitude gagnante, sans même avoir développé cette attitude elle-même. Je sais que cela peut paraître un peu déroutant, mais cela a des implications profondes. Si quelques trades gagnants peuvent vous insuffler l'insouciance essentielle à votre réussite, mais qu'ils ne reposent pas sur les attitudes appropriées, vous êtes alors en proie à une profonde incompréhension de la nature du trading, qui mène inévitablement à un désastre émotionnel et financier. Réussir quelques trades gagnants ne signifie pas devenir trader, mais c'est le sentiment général, car cela nous plonge dans un état d'esprit que seuls les plus accomplis connaissent régulièrement. En réalité, nul besoin d'une quelconque compétence pour réussir un trade, et s'il est possible de réussir un trade sans la moindre compétence, il est tout à fait possible d'en réussir un autre, puis un autre. Je connais plusieurs personnes qui ont débuté leur carrière de trader avec des séries de trades gagnants assez conséquentes. Lorsque vous vous sentez confiant et libéré de vos peurs et de vos inquiétudes, il n'est pas difficile d'enchaîner les transactions gagnantes. Il est facile d'entrer dans un flux, une sorte de rythme naturel, où ce que vous devez faire semble évident. C'est presque comme si le marché vous criait quand acheter et quand vendre, et vous n'avez besoin que de très peu de sophistication analytique. Et, bien sûr, comme vous n'avez aucune peur, vous pouvez exécuter vos transactions sans dispute ni conflits internes. Ce que je veux dire, c'est que la victoire, quelle que soit l'entreprise, dépend principalement de l'attitude. Nombreux sont ceux qui en sont conscients, mais la plupart ignorent l'importance de l'attitude dans leurs résultats. Dans la plupart des sports et autres activités de compétition, les participants doivent développer les compétences physiques et mentales, sous forme de stratégie, sont essentielles. Si les adversaires ne sont pas de niveau égal, celui qui possède le plus de compétences l'emporte généralement. Lorsqu'un outsider bat un adversaire supérieur, quel est le facteur déterminant? Lorsque deux adversaires sont de niveau égal, quel est le facteur qui fait pencher la balance d'un côté ou de l'autre? Dans les deux cas, la réponse est l'attitude. Ce qui rend le trading si fascinant est, en même temps, si difficile à apprendre, c'est qu'il ne requiert pas de compétences particulières. Il suffit d'une véritable attitude gagnante. Réussir quelques transactions gagnantes peut vous donner le sentiment d'être un gagnant,
et c'est ce sentiment qui entretient la série de victoires. C'est pourquoi un trader débutant peut enchaîner les transactions gagnantes, là où nombre des meilleurs analystes de marché donneraient leur bras droit pour enchaîner les transactions gagnantes. Les analystes ont les compétences, mais pas l'attitude gagnante. Ils agissent par peur. Le trader débutant éprouve le sentiment d'être gagnant car il n'a pas peur. Mais cela ne signifie pas qu'il a une attitude gagnante. Cela signifie simplement qu'il n'a pas ressenti de douleur liée à ses activités de trading qui l'effraient. Un jour, notre trader débutant subira une perte et se trompera, même s'il se sent optimiste. Perdre et se tromper sont inévitables en trading. Même l'attitude la plus positive imaginable, associée aux meilleures capacités d'analyse, ne peut empêcher un trader de subir une perte. Les marchés sont tout simplement trop erratiques et les variables à prendre en compte sont trop nombreuses pour qu'un trader ait toujours raison. Que se passe-t-il lorsque le trader débutant perd finalement? Quel effet cela aura-t-il sur son insouciance? Les réponses dépendront de ses attentes et de son interprétation de l'expérience. Et cette interprétation dépend de ses convictions et de son attitude. Et s'il agissait en étant convaincu qu'il n'y avait aucun moyen d'éviter une perte, car la perte était une conséquence naturelle du trading comme par exemple, un restaurateur qui engagerait des dépenses pour acheter de la nourriture? Supposons également qu'il ait pleinement accepté le risque, c'est-à-dire qu'il ait envisagé et pris en compte toutes les possibilités inacceptables du comportement du marché, tant sur le plan financier qu'émotionnel. Avec ses croyances et ses attentes, il est peu probable qu'il perde son attitude et passe simplement à la transaction suivante. Soit dit en passant, c'est un exemple d'ensemble idéal de croyances et d'attitude en trading. Supposons maintenant qu'il n'ait pas totalement accepté le risque. Que se passerait-il si ses attentes ne prenaient en compte aucun comportement du marché autre que celui qu'il souhaitait? De ce point de vue, si le marché ne répond pas à ses attentes, il ressentirait une douleur émotionnelle. Les attentes sont nos représentations mentales de l'apparence, du son, de la sensation, de l'odeur ou du goût d'un moment futur dans l'environnement. Selon l'énergie investie dans ces attentes, leur non-réalisation peut être très douloureuse. Des deux perspectives que je viens de décrire, laquelle est susceptible d'être adoptée par notre trader débutant? La seconde, bien sûr. Seuls les meilleurs traders ont acquis la perspective décrite dans le premier scénario. Et, comme je l'ai indiqué au chapitre 1, à moins que ces meilleurs traders n'aient grandi dans des familles prospères ou n'aient eu comme mentor des super traders, pratiquement chacun d'entre eux a eu l'expérience commune de perdre une ou plusieurs fortunes avant de réaliser comment ils devaient penser pour réussir de manière constante. C'est un changement d'attitude fondamental qui explique leur succès, et non une brillante prise de conscience sur le marché, comme la plupart des gens le pensent à tort. Cette idée fausse est répandue parmi les traders, tout simplement parce que très peu d'entre eux comprennent réellement, au plus profond d'eux-mêmes, l'importance cruciale d'une attitude pour réussir. On peut supposer sans risque qu'après une perte, notre trader novice ressentira une souffrance émotionnelle. Son trading prendra alors une toute autre dimension. Il perdra définitivement son insouciance, mais surtout, il aura le sentiment que le marché lui a fait subir cet effet, il lui a causé la souffrance qu'il ressent. Il lui a enlevé son sentiment de victoire en le soumettant à une perte. Remarquez comment notre trader blâme les marchés pour sa perte ou ce qu'il n'a pas obtenu. Remarquez aussi combien il est naturel de ressentir ce qu'il ressent. Pensez au nombre de fois où, dans notre vie, surtout lorsque nous étions enfants, nous faisions quelque chose que nous aimions vraiment, comme jouer avec un jouet ou avec nos amis, et où une personne plus puissante et plus autoritaire nous a forcés à interrompre notre activité et à faire quelque chose que nous ne voulions pas faire. Nous avons tous perdu des choses, nous nous sommes fait enlever des choses, nous nous sommes vus refuser ce que nous voulions ou croyions mériter, nous avons été empêchés de poursuivre une activité en cours ou de poursuivre une idée qui nous passionnait. Le fait est que dans bien de ces situations, nous n'avons pas eu à assumer la responsabilité de ce qui nous était arrivé ou de la douleur que nous avons ressentie, car nous étions impuissants. Nous n'avons pas choisi d'être contraints de quitter un état de joie et de bonheur pour sombrer dans la souffrance émotionnelle. La décision était indépendante de notre volonté, et généralement assez brutale. Même si on nous a dit que nous étions responsables de ce qui nous arrivait, nous n'y avons peut-être pas cru ou compris ce que cela signifiait. Ce qui est tangible, et auquel nous pouvons le plus facilement nous identifier, c'est que nous nous amusions, et que quelqu'un ou quelque chose nous a fait sortir de ce plaisir et nous a fait sombrer dans la souffrance. Ce n'était pas notre choix. La cause de notre souffrance nous venait de l'extérieur. Par conséquent, la force qui agissait sur nous à ce moment-là était responsable.
nous avons appris non seulement qu'un sentiment de bien-être peut instantanément laisser place à un sentiment de mal-être, sans que nous en soyons responsables. Nous avons aussi appris ce qu'est la trahison. Nous nous sommes sentis trahis parce que nombre de ces situations étaient totalement inattendues ou imprévues, ce qui signifie que nous n'étions pas préparés au comportement potentiel de certaines personnes dans notre vie. Si leur comportement nous avait fait basculer dans un état de souffrance émotionnelle, alors nous nous serions naturellement sentis trahis. En passant, je pense qu'il est important de dire que nombre de nos expériences passées, émotionnellement douloureuses, étaient le résultat de parents, d'enseignants et d'amis bien intentionnés, dont beaucoup ne faisaient que ce qu'ils voulaient. Un enfant qui joue avec un jouet intrinsèquement dangereux est un enfant qui joue avec un jouet intrinsèquement dangereux. Retirez-lui le jouet et l'enfant pleurera pour exprimer la douleur émotionnelle qu'il ressent, et, s'il s'agit d'un enfant très jeune ou immature, il est fort probable qu'il n'écoutera rien de raisonnable de ce que nous lui dirons sur les raisons pour lesquelles il ne peut pas jouer avec ce jouet. Mais, parallèlement, de nombreuses personnes naissent de parents immatures et déraisonnables, ou rencontrent des enseignants, des entraîneurs et des employés émotionnellement perturbés qui, inconsciemment ou intentionnellement, infligent leurs problèmes personnels à ceux qu'ils perçoivent comme ayant moins de pouvoir. Pire encore, nombre de ceux qui ont tendance à victimiser les autres sont assez intelligents pour le faire de telle sorte que leurs victimes croient qu'elles sont à l'origine de leur propre souffrance. Quoi qu'il en soit, il nous appartient à chacun de déterminer si nos expériences douloureuses sont le fruit d'un acte d'amour ou si elles sont intentionnellement infligées. En fin de compte, à l'âge adulte, lorsque nous nous lançons dans l'échange, nous ne réalisons pas combien il est naturel d'associer le passage instantané de la joie à la douleur que nous avons si souvent connu enfant au même changement instantané de joie à douleur qui se produit lors de l'échange. Les implications sont que si nous n'avons pas appris à accepter les risques inhérents au trading et ne savons pas comment nous protéger contre ces liens naturels entre notre passé et le présent, nous finirons par blâmer le marché pour nos résultats au lieu d'en assumer la responsabilité. Même si la plupart des traders se considèrent comme des adultes responsables, seuls les meilleurs traders parviennent à assumer l'entière responsabilité du résultat de chaque transaction. Tous les autres, à des degrés divers, pensent assumer leurs responsabilités. Mais en réalité, ils attendent que le marché le fasse à leur place. Le trader typique souhaite que le marché réponde à ses attentes, à ses espoirs et à ses rêves. La société fonctionne peut-être ainsi, mais les marchés, certainement pas. En société, nous pouvons attendre des autres qu'ils se comportent de manière raisonnable et responsable. Lorsqu'ils ne le font pas, et si nous en souffrons, la société met en place des solutions pour corriger le déséquilibre et nous rétablir. Le marché, en revanche, n'a aucune obligation de nous offrir quoi que ce soit ou de faire quoi que ce soit qui nous soit bénéfique. Ce n'est peut-être pas la publicité des marchés, et certainement pas l'image qu'ils souhaitent donner, mais en réalité, chaque trader qui intervient sur les marchés le fait pour son propre bénéfice. La seule façon pour un trader de tirer profit d'un trader est si un autre trader perd, que ce soit en dollars réels, comme sur un contrat à terme, ou en opportunité manquée, comme sur une action. Lorsque vous effectuez un trade, c'est dans l'espoir de gagner de l'argent. Tous les autres traders dans le monde qui effectuent un trade le font pour la même raison. Lorsque vous regardez votre relation avec le marché sous cet angle, vous pourriez dire que votre objectif est d'extraire de l'argent des marchés, mais, de la même manière, le seul objectif du marché est d'extraire de l'argent ou des opportunités de votre part. Si le marché est un groupe de personnes interagissant pour soutirer de l'argent les unes aux autres, quelle est sa responsabilité envers le trader individuel ? Sa seule responsabilité se limite à suivre les règles qu'il a établies pour faciliter cette activité. En fait, si vous vous êtes déjà retrouvé à blâmer le marché ou à vous sentir trahi, c'est que vous n'avez pas suffisamment réfléchi aux implications d'un jeu à somme nulle. Toute forme de blâme signifie que vous n'avez pas accepté la réalité, le marché ne vous doit rien, quels que soient vos désirs, vos pensées ou les efforts que vous déployez dans vos transactions. Sur le marché, les valeurs sociales d'échange habituelles n'entrent pas en jeu. Si vous ne comprenez pas cela et si vous trouvez un moyen de concilier les différences entre les normes sociales dans lesquelles vous avez grandi et le fonctionnement du marché, vous continuerez à projeter vos espoirs, vos rêves et vos désirs sur le marché, persuadé qu'il vous apportera quelque chose. Si ce n'est pas le cas, vous ressentirez de la colère, de la frustration, un profond désarroi et un sentiment de trahison. Assumer ses responsabilités signifie reconnaître et accepter, au plus profond de soi, que c'est vous, et non le marché, qui êtes entièrement responsable de votre succès ou de votre échec en tant que trader. Certes, le marché a pour but de vous séparer de votre argent. Mais ce faisant,
il vous offre également un flux infini d'opportunités pour en tirer profit. Lorsque les prix fluctuent, ce mouvement représente l'action collective de tous les intervenants à ce moment-là. Le marché génère également des informations sur lui-même et facilite grandement les entrées et sorties de transactions. Du point de vue individuel, les fluctuations de prix, les informations et la possibilité d'entrer et de sortir des positions représentent des opportunités de voir quelque chose et d'agir en conséquence. À chaque instant d'ouverture des marchés, vous avez la possibilité d'entrer, d'alléger, d'augmenter ou de sortir une position. Ce sont autant d'occasions de vous enrichir en réalisant des bénéfices ou, au moins, en limitant vos pertes. Permettez-moi de vous poser une question, vous sentez-vous responsable de répondre aux attentes, aux espoirs, aux rêves et aux désirs des autres traders? Bien sûr que non. Cela semble absurde. Cependant, si vous vous surprenez à blâmer le marché et à vous sentir trahi, c'est essentiellement ce que vous faites. Vous attendez des actions collectives de tous les acteurs du marché qui agissent de manière à vous donner ce que vous voulez. Vous devez apprendre par vous-même comment obtenir ce que vous voulez des marchés. La première étape importante de cet apprentissage est d'en assumer pleinement la responsabilité. Prendre ses responsabilités, c'est croire que tous ces résultats sont autogénérés. Qu'il repose sur son interprétation des informations du marché, sur ses décisions et sur les actions qu'il entreprend. Ne pas assumer pleinement ses responsabilités crée des obstacles psychologiques majeurs qui entraveront sa réussite. Premièrement, vous établirez une relation conflictuelle avec le marché, vous privant ainsi du flux constant d'opportunités. Deuxièmement, vous vous tromperez en croyant que vos problèmes de trading et votre manque de succès peuvent être corrigés par l'analyse du marché. Considérons le premier obstacle. Lorsque vous imputez au marché la moindre responsabilité pour vous donner de l'argent ou limiter vos pertes, il peut facilement se transformer en adversaire ou en ennemi. Perdre vous plongera dans les mêmes sentiments enfantins de douleur, de colère, de ressentiment et d'impuissance que nous ressentons tous lorsque quelqu'un nous prive de quelque chose, ne nous donne pas ce que nous voulons ou ne nous laisse pas faire ce que nous voulions. Personne n'aime se sentir privé de quelque chose, surtout si l'on croit qu'obtenir ce que l'on désire nous rendra heureux. Dans chacune de ces situations, quelque chose ou quelqu'un d'extérieur nous a empêchés de nous exprimer d'une certaine manière. Autrement dit, une force extérieure agissait contre la force intérieure de nos désirs et de nos attentes. Il semble donc naturel d'attribuer au marché le pouvoir d'une force extérieure qui donne ou retire. Mais rappelez-vous que le marché présente ces informations de manière neutre. Cela signifie qu'il ne sait pas ce que vous voulez ou attendez, et qu'il s'en fiche, sauf, bien sûr, si vous négociez le type de position susceptible d'avoir un impact majeur sur les prix. Sinon, chaque instant, chaque offre et chaque demande vous offre l'opportunité d'agir. Vous pouvez placer une transaction, prendre des bénéfices ou éliminer une position perdante. Cela est également vrai pour ceux d'entre vous qui sont traders en bourse et que vous connaissez personnellement d'autres traders en bourse, qui peuvent également connaître votre position et, à votre détriment, en tirer délibérément profit. Cela signifie simplement que vous devez être plus rapide et plus concentré, ou tenir compte de vos limites dans ces domaines et trader en conséquence. Du point de vue du marché, chaque instant est neutre. Pour vous, l'observateur, chaque instant et chaque variation de prix peuvent avoir une signification. Mais où se trouve cette signification? Elle repose sur ce que vous avez appris et existe dans votre esprit, et non dans le marché. Le marché n'attribue aucune signification ni n'interprète les informations qu'il génère sur lui-même. De plus, le marché ne sait pas comment vous définissez une opportunité ou une perte. Il ne sait pas si vous le percevez comme un flux infini d'opportunités d'entrer et de sortir des positions, avec profit et perte à chaque instant, ou si vous le percevez comme un monstre avide prêt à dévorer votre argent à tout moment. Si vous percevez le flux infini d'opportunités d'entrer et de sortir des positions sans autocritique ni regret, vous serez alors dans la meilleure disposition d'esprit pour agir dans votre propre intérêt et tirer les leçons de vos expériences. En revanche, si les informations de marché vous paraissent pénibles, vous chercherez naturellement à les éviter en les occultant, consciemment ou inconsciemment. Ce faisant, vous vous priverez systématiquement de nombreuses opportunités d'enrichissement. Autrement dit, vous vous coupez du flux d'opportunités. De plus, vous aurez l'impression que le marché est contre vous, mais seulement si vous attendez de lui qu'il fasse quelque chose pour vous, ou si vous pensez qu'il vous doit quelque chose. Si quelqu'un ou quelque chose s'oppose à vous et vous cause de la souffrance, comment réagirez-vous? Vous vous sentirez obligé de lutter, mais contre quoi luttez-vous exactement? Le marché ne vous combat certainement pas. Certes, il veut votre argent,
mais il vous offre aussi l'opportunité d'en prendre autant que possible. Même si vous avez l'impression de lutter contre le marché, ou contre lui, la réalité est que vous luttez simplement contre les conséquences négatives du fait de ne pas accepter pleinement que le marché ne vous doit rien et que vous devez profiter des opportunités qu'il présente par vous-même, à 100% et pas un degré de moins. Pour tirer le meilleur parti d'une situation où l'on vous offre des possibilités illimitées de faire quelque chose pour vous-même, il est essentiel de se laisser porter par le courant. Le marché est fluctuant. Il est souvent erratique, surtout sur les périodes courtes, mais il présente des schémas symétriques qui se répètent sans cesse. Il est évidemment contradictoire de suivre ce à quoi on s'oppose. Si vous voulez commencer à ressentir le flux du marché, votre esprit doit être relativement libre de peur, de colère, regret, trahison, désespoir et déception. Vous n'aurez aucune raison de ressentir ces émotions négatives si vous assumez pleinement vos responsabilités. J'ai dit plus haut que, sans responsabilité, l'un des principaux obstacles psychologiques à votre réussite est de vous faire croire que vos problèmes de trading et votre manque de régularité peuvent être corrigés par l'analyse de marché. Pour illustrer ce point, prenons l'exemple de ce trader débutant qui a débuté avec une certaine insouciance jusqu'à sa première perte. Après avoir gagné avec autant de facilité et d'aisance, le passage brutal à la douleur émotionnelle peut être assez choquant, mais pas suffisamment pour l'inciter à abandonner. De plus, dans son esprit, la situation n'était de toute façon pas de sa faute. C'est le marché qui l'a fait. Au lieu d'abandonner, le sentiment de réussite ressenti lors de ses gains restera présent à sa mémoire et lui inspirera la détermination de poursuivre ses activités. Seulement, il va maintenant être plus intelligent. Il va s'investir et apprendre tout ce qu'il peut sur les marchés. Il est parfaitement logique de penser que s'il peut gagner sans rien savoir, il pourra se rattraper lorsqu'il saura quelque chose. Mais il y a un problème majeur dont très peu de traders, voire aucun, n'auront conscience avant longtemps. Apprendre les marchés est une bonne chose et ne pose pas de problème en soi. C'est la raison profonde de cet apprentissage qui finira par causer sa perte. Comme je l'ai dit il y a un instant, le passage soudain de la joie à la douleur crée généralement un choc psychologique assez important. Très peu de gens apprennent à concilier ce genre d'expérience de manière saine. Des techniques existent, mais elles sont peu connues. La réaction typique de la plupart des gens, surtout ceux attirés par le trading, est la vengeance. Pour les traders, la seule façon d'obtenir cette revanche est de conquérir le marché, et la seule façon de le conquérir est, du moins c'est ce qu'ils pensent. Autrement dit, la raison profonde pour laquelle le trader débutant apprend le marché est de le maîtriser, de lui prouver quelque chose et de se prouver quelque chose, et surtout, d'éviter que le marché ne lui porte à nouveau préjudice. Il n'apprend pas le marché simplement pour se donner une méthode systématique pour gagner, mais plutôt pour éviter la souffrance ou prouver quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec une vision objective du marché. Il ne s'en rend pas compte, mais dès qu'il a supposé que connaître le marché pouvait lui éviter la souffrance, l'aider à assouvir son désir de vengeance ou de prouver quelque chose, il a scellé son destin de trader perdant. En réalité, ce qu'il a fait, c'est créer un dilemme irréconciliable. Il apprend à reconnaître et à comprendre les schémas de comportement collectif du marché, et c'est une bonne chose. C'est même une sensation positive. Il est inspiré, car il part du principe qu'il apprend à connaître le marché pour devenir un gagnant. Par conséquent, il se lance généralement dans une quête de connaissances, se familiarisant avec les lignes de tendance, les figures graphiques, les supports et résistances, les chandeliers, les profils de marché, les graphiques en point et en ligne, les vagues d'Elliott, les retracements de Fibonacci, les oscillateurs, la force relative, les stochastiques et bien d'autres outils techniques. Nombreux à mentionner. Curieusement, malgré l'amélioration de ses connaissances, il constate aujourd'hui des difficultés à exécuter ses transactions. Il hésite, se remet en question, ou ne place aucune transaction, malgré de nombreux signaux clairs. C'est frustrant, voire exaspérant, car ce qui s'est passé n'a aucun sens. Il a fait ce qu'il était censé faire, il a appris pour finalement découvrir que plus il apprenait, moins il en profitait. Il ne croirait jamais avoir commis une erreur en se consacrant à l'apprentissage. Il l'a simplement fait pour de mauvaises raisons. Il ne pourra pas trader efficacement s'il cherche à prouver quoi que ce soit. Si vous devez gagner, si vous devez avoir raison, si vous ne pouvez ni perdre ni vous tromper, vous vous forcerez à définir et à percevoir certaines catégories d'informations de marché comme pénibles. Autrement dit, vous percevrez comme pénible toute information générée par le marché qui s'oppose à ce qui vous rendrait heureux.
Le dilemme est que notre esprit est programmé pour éviter la douleur physique et émotionnelle, et apprendre à connaître les marchés ne compensera pas les effets négatifs de nos mécanismes d'évitement de la douleur sur nos transactions. Tout le monde comprend la nature de l'évitement de la douleur physique. Si vous posez accidentellement votre main sur un feu brûlant, elle s'éloigne automatiquement de la source de chaleur. C'est une réaction instinctive. Cependant, lorsqu'il s'agit d'éviter la souffrance émotionnelle et ses conséquences négatives, en particulier pour les traders, peu de gens comprennent la dynamique. Il est absolument essentiel à votre développement que vous compreniez ces effets négatifs et que vous appreniez à prendre le contrôle de manière consciente afin d'atteindre vos objectifs. Notre esprit dispose de plusieurs moyens pour nous protéger des informations que nous avons appris à percevoir comme pénibles. Par exemple, consciemment, nous pouvons rationaliser, justifier ou argumenter pour maintenir une position perdante. Parmi les moyens les plus courants, on peut citer l'appel à nos partenaires de trading, la discussion avec notre courtier ou l'analyse d'indicateurs que nous n'utilisons jamais, le tout dans le but exprès de recueillir des informations non pénibles afin de nier la validité de ces informations pénibles. Inconsciemment, notre esprit va automatiquement altérer, déformer ou exclure spécifiquement des informations de notre conscience. Autrement dit, nous ignorons consciemment que nos mécanismes d'évitement de la douleur excluent ou altèrent les informations proposées par le marché. Considérez l'expérience d'être dans une transaction perdante lorsque le marché fait constamment des hauts plus élevés et des bas plus élevés ou des hauts plus bas et des bas plus bas contre votre position, alors que vous refusez de reconnaître que vous êtes dans une transaction perdante parce que vous avez concentré toute votre attention sur les ticks qui vont en votre faveur. En moyenne, vous n'obtenez qu'un tick sur 4 ou 5 en votre faveur. Mais cela n'a aucune importance, car à chaque fois, vous êtes convaincu que le marché s'est inversé et qu'il va rebondir. Au lieu de cela, le marché continue de vous nuire. À un moment donné, la valeur monétaire de la perte devient si importante qu'elle devient irréversible et vous finissez par sortir de la transaction. La première réaction des traders face à une telle transaction est « Pourquoi n'ai-je pas simplement encaissé ma perte et inversé ?» L'opportunité de réaliser une transaction dans le sens inverse était facilement identifiable dès lors qu'il n'y avait aucun enjeu. Mais nous n'avions pas perçu cette opportunité pendant la transaction, car à ce moment-là, l'information indiquant qu'il s'agissait d'une opportunité était considérée comme pénible. Nous l'avons donc bloqué en conscience. Lorsque notre trader hypothétique a débuté, il s'amusait. Il était insouciant. Il n'avait aucun intérêt personnel et rien à prouver. Tant qu'il gagnait, il plaçait ses transactions dans une optique de voyons ce qui va se passer. Plus il gagnait, moins il envisageait la possibilité de perdre. Lorsqu'il perdait finalement, il était probablement dans un état d'esprit où il s'y attendait le moins. Au lieu de supposer que la cause de sa souffrance était ses attentes erronées quant à ce que le marché était censé faire ou ne pas faire, il l'a blâmé et a décidé qu'en acquérant une meilleure connaissance du marché, il pourrait éviter que de telles expériences ne se reproduisent. Autrement dit, il a radicalement changé sa perspective, passant de l'insouciance à la prévention de la souffrance en évitant les pertes. Le problème est qu'il est impossible d'éviter les pertes pour éviter la souffrance. Le marché génère des schémas comportementaux qui se répètent, mais pas systématiquement. Il est donc impossible d'éviter de perdre ou de se tromper. Notre trader ne percevra pas ces réalités du trading, car il est poussé par deux forces irrésistibles. Il aspire désespérément à retrouver ce sentiment de victoire, et il est extrêmement enthousiaste face à toute la connaissance du marché qu'il acquiert. Ce qu'il ne réalise pas, c'est que, malgré son enthousiasme, en passant d'un état d'esprit insouciant à un mode de pensée préventif, il est passé d'une attitude positive à une attitude négative. Il ne se concentre plus uniquement sur la victoire, mais plutôt sur la façon d'éviter la souffrance en empêchant le marché de le pénaliser à nouveau. Ce type de perspective négative n'est pas différent de celle d'un joueur de tennis ou d'un golfeur qui s'efforce de ne pas commettre d'erreurs. Plus il s'efforce de ne pas commettre d'erreurs, plus il en commet. Cependant, ce mode de pensée est beaucoup plus facile à identifier dans le sport, car le lien entre la concentration et les résultats est plus évident. En trading, ce lien peut être obscurci et plus difficile à identifier en raison des sentiments positifs générés par la découverte de nouvelles relations entre les données et le comportement du marché. Comme il se sent bien, rien ne laisse présager un problème, si ce n'est que plus il se concentre sur l'évitement de la douleur, plus il créera les expériences qu'il cherche à éviter. Autrement dit, plus il doit gagner et ne pas perdre, moins il tolérera toute information susceptible de lui indiquer qu'il n'obtient pas ce qu'il désire. Plus il est susceptible de bloquer d'informations,
moins il sera capable de percevoir une opportunité d'agir dans son propre intérêt. En apprendre toujours plus sur les marchés pour éviter la souffrance ne fera qu'aggraver ses problèmes, car plus il apprend, plus il attend naturellement des marchés, ce qui rend la situation d'autant plus pénible lorsque ceux-ci ne jouent pas leur rôle. Il a involontairement créé un cercle vicieux, plus il apprend, plus il s'affaiblit. Plus il s'affaiblit, plus il se sent obligé d'apprendre. Le cycle continuera jusqu'à ce qu'il arrête de trader par dégoût ou qu'il reconnaisse que la cause profonde de ses problèmes de trading est sa perspective, et non son manque de connaissance du marché. Gagnant, perdant, baby boomers et busters. Il faut un certain temps avant que la plupart des traders jettent l'éponge ou découvrent la véritable source de leur succès. Entre-temps, certains traders parviennent à maîtriser suffisamment leur technique de trading pour entrer dans ce que l'on appelle communément le cycle d'expansion et de récession. Contrairement à ce que certains d'entre vous ont pu déduire de l'exemple du trader débutant, tout le monde n'a pas une attitude intrinsèquement négative et n'est donc pas condamné à perdre systématiquement. Certes, certains traders perdent régulièrement, souvent jusqu'à tout perdre ou abandonner le trading, ne supportant plus la souffrance émotionnelle. Cependant, de nombreux traders sont des étudiants tenaces du marché et ont une attitude suffisamment gagnante pour se lancer dans le trading, ce qui leur permet, malgré les nombreuses difficultés, d'apprendre à gagner de l'argent. Mais, et je tiens à le souligner, ils n'apprennent à gagner de l'argent que de manière limitée. Ils n'ont pas encore appris à contrer les effets négatifs de l'euphorie ni à compenser le risque d'autosabotage. L'euphorie et l'autosabotage sont deux forces psychologiques puissantes qui peuvent avoir un effet extrêmement négatif sur vos résultats financiers. Mais ce ne sont pas des forces dont vous devez vous préoccuper avant de commencer à gagner, ou de gagner régulièrement, et c'est un problème majeur. En pleine victoire, vous êtes moins susceptible de vous préoccuper de tout problème potentiel, surtout d'une sensation aussi agréable que l'euphorie. L'une des principales caractéristiques de l'euphorie est qu'elle crée un sentiment de confiance absolue où la possibilité d'un problème est pratiquement inconcevable. À l'inverse, les erreurs résultant de l'autosabotage trouvent leur origine dans les nombreux conflits que les traders entretiennent quant au mérite de l'argent ou de la victoire. C'est lorsque vous gagnez que vous êtes le plus susceptible de commettre une erreur, de surtrading, de prendre des positions trop importantes, d'enfreindre vos règles ou, plus généralement, d'agir comme si aucune limite prudente n'était nécessaire. Vous pouvez même aller jusqu'à penser que vous êtes le marché. Cependant, le marché est rarement d'accord, et lorsqu'il est en désaccord, vous en subirez les conséquences. La perte et la souffrance émotionnelle sont généralement importantes. Vous connaîtrez une période d'expansion, suivie d'un inévitable crack. Si je devais classer les traders selon leurs résultats, je les classerais en 3 grandes catégories. Le plus petit groupe, probablement moins de 10% des traders actifs, est celui des gagnants réguliers. Leur courbe de rendement est en constante augmentation, avec des pertes relativement faibles. Ces pertes correspondent aux pertes normales que toute méthode ou système de trading peut subir. Non seulement ils ont appris à gagner de l'argent, mais ils ne sont plus sensibles aux forces psychologiques qui provoquent le cycle d'expansion et de récession. Le groupe suivant, qui représente entre 30 et 40% des traders actifs, est constitué de perdants réguliers. Leurs courbes d'équité sont des images miroirs des courbes des gagnants réguliers, mais dans la direction opposée. Ils ont souvent des pertes, parfois des gains. Peu importe depuis combien de temps ils pratiquent le trading, il y a beaucoup de choses qu'ils ignorent. Soit ils se font des illusions sur la nature du trading, soit ils en sont accros, rendant toute victoire quasiment impossible. Le groupe le plus important, les 40 à 50% restants des traders actifs, sont ceux qui connaissent des périodes de boom et de faillite. Ils ont appris à gagner de l'argent, mais ils n'ont pas acquis toutes les compétences de trading nécessaires pour conserver cet argent. Par conséquent, leur courbe de cours ressemble généralement à des montagnes russes, avec une balai régulière montée suivie d'une forte baisse, puis une autre balai régulière montée suivie d'une autre forte baisse. Le cycle des montagnes russes se poursuit indéfiniment. J'ai travaillé avec de nombreux traders expérimentés qui ont enchaîné des séries de gains incroyables, passant parfois des mois sans perdre une seule journée. Il n'est pas rare qu'ils enchaînent 15 ou 20 transactions gagnantes. Mais pour les traders en dents de scie, ces séries se terminent toujours de la même manière, par d'énormes pertes, résultant soit de l'euphorie, soit de l'auto-sabotage. Si les pertes résultent de l'euphorie, peu importe la forme que prend cette série, plusieurs victoires consécutives, une courbe des actions en hausse constante, ou même une transaction gagnante.
Chacun semble avoir un seuil de confiance différent pour s'emparer du processus de réflexion. Cependant, dès que l'euphorie s'installe, le trader se retrouve dans une situation délicate. Dans un état d'excès de confiance ou d'euphorie, vous ne percevez aucun risque, car l'euphorie vous fait croire que rien ne peut aller de travers. Si rien ne peut aller de travers, il n'y a pas besoin de règles ni de limites pour régir votre comportement. Ainsi, prendre une position plus importante que d'habitude est non seulement attrayant, mais aussi convaincant. Cependant, dès que vous prenez une position plus importante que d'habitude, vous êtes en danger. Plus la position est importante, plus l'impact financier de petites fluctuations de prix sur vos capitaux propres sera important. Combinez l'impact plus important que d'habitude d'une variation défavorable de votre position avec la conviction que le marché évoluera exactement comme vous l'espérez, et vous vous retrouvez dans une situation où un seul tic dans la direction opposée à votre transaction peut vous paralyser et vous immobiliser. Lorsque vous parviendrez enfin à vous en sortir, vous serez désemparé, désillusionné et trahi, et vous vous demanderez comment une telle chose a pu se produire. En réalité, vous avez été trahi par vos propres émotions. Cependant, si vous ignorez ou ne comprenez pas la dynamique sous-jacente que je viens de décrire, vous n'aurez d'autre choix que d'accuser le marché. Si vous pensez que c'est le marché qui vous a fait cela, vous vous sentirez obligé d'en apprendre davantage sur lui afin de vous protéger. Plus vous en apprendrez, plus vous gagnerez naturellement en confiance. Plus cette confiance grandira, plus vous aurez de chances de franchir le seuil de l'euphorie et de recommencer le cycle. Les pertes résultant de l'autosabotage peuvent être tout aussi dommageables, mais elles sont généralement de nature plus subtile. Commettre des erreurs comme vendre pour acheter ou vice-versa, ou se livrer à une activité distrayante au moment le plus inopportun sont des exemples typiques de la façon dont les traders s'assurent de ne pas gagner. Pourquoi ne voudrait-on pas gagner? Ce n'est pas vraiment une question de désir, car je crois que tous les traders veulent gagner. Pourtant, la victoire est souvent source de conflits. Parfois, ces conflits sont si puissants que notre comportement entre en conflit direct avec nos aspirations. Ces conflits peuvent provenir de l'éducation religieuse, de l'éthique du travail ou de certains traumatismes de l'enfance. Si ces conflits existent, cela signifie que votre environnement mental n'est pas totalement en phase avec vos objectifs. En d'autres termes, toutes les parties de vous-même ne plaideront pas pour le même résultat. Par conséquent, vous ne pouvez pas présumer que vous avez la capacité de vous octroyer une somme d'argent illimitée simplement parce que vous avez appris à trader et que l'argent est à votre disposition. Un courtier en contrat à terme d'une grande société de courtage a un jour déclaré que, pour ses clients, il appliquait la devise suivante: tous les négociants en matières premières sont en fin de vie, et que son rôle était de les satisfaire jusqu'à leur disparition. Il a dit cela avec ironie, mais il y a beaucoup de vérité dans cette affirmation. Évidemment, si l'on perd plus d'argent que l'on n'en gagne, on ne peut survivre. Ce qui est moins évident, et l'un des mystères de la réussite, c'est que même en gagnant, on peut rester en fin de vie. Autrement dit, si l'on gagne sans avoir appris à créer un équilibre sain entre confiance et retenue, ou sans avoir appris à reconnaître et à compenser son potentiel d'autodestruction, on finira tôt ou tard par perdre. Si vous faites partie de ceux qui traversent un cycle d'expansion et de récession, réfléchissez à ceci: si vous pouviez refaire chaque transaction perdante résultant d'une erreur ou d'une imprudence, combien d'argent auriez-vous aujourd'hui? Sur la base de ces résultats recalculés, à quoi ressemblerait votre courbe de rendement? Je suis sûr que beaucoup d'entre vous feraient partie des gagnants réguliers. Maintenant, réfléchissez à la façon dont vous avez réagi à vos pertes lorsqu'elles se sont produites. En avez-vous assumé l'entière responsabilité? Avez-vous cherché à modifier votre point de vue, votre attitude ou votre comportement? Ou avez-vous observé le marché en vous demandant ce que vous pourriez en apprendre pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise? De toute évidence, le marché n'a rien à voir avec votre potentiel d'imprudence, ni avec les erreurs que vous commettez en raison d'un conflit interne quant au bien fondé de votre argent. L'un des concepts les plus difficiles à assimiler pour les traders est probablement que le marché ne crée pas votre attitude ou votre état d'esprit. Il agit simplement comme un miroir qui vous renvoie ce que vous ressentez intérieurement. Si vous êtes confiant, ce n'est pas parce que le marché vous le donne. C'est parce que vos croyances et vos attitudes sont alignées de manière à vous permettre d'aborder l'expérience, d'assumer la responsabilité du résultat et d'en tirer les enseignements. Vous maintenez votre confiance simplement parce que vous apprenez constamment. À l'inverse, si vous êtes anxieux et effrayé, c'est parce que vous croyez, dans une certaine mesure, que le marché crée vos résultats, et non l'inverse. En fin de compte,
la pire conséquence de l'absence de responsabilité est de vous maintenir dans un cycle de souffrance et d'insatisfaction. Réfléchissez un instant. Si vous n'êtes pas responsable de vos résultats, vous pouvez supposer que vous n'avez rien à apprendre et rester tel que vous êtes. Vous ne progresserez pas et ne changerez pas. Par conséquent, vous percevrez les événements exactement de la même manière, y réagirez donc de la même manière et obtiendrez les mêmes résultats insatisfaisants. Vous pourriez aussi penser que la solution à vos problèmes réside dans une meilleure connaissance du marché. Apprendre est toujours vertueux, mais dans ce cas, si vous n'assumez pas vos attitudes et votre point de vue, vous apprendrez des choses qui vous pousseront à utiliser ce que vous avez appris de manière inappropriée. Sans vous en rendre compte, vous utiliserez vos connaissances pour éviter de prendre des risques. Ce faisant, vous finirez par créer les choses que vous cherchez à éviter, vous maintenant dans l'erreur. Un cycle de souffrance et d'insatisfaction. Cependant, blâmer le marché pour ce que vous vouliez et n'avez pas obtenu présente un avantage tangible. Vous pouvez vous protéger temporairement de votre autocritique acerbe. Je dis temporairement car, en rejetant la responsabilité sur vous-même, vous vous coupez de ce que vous aviez besoin d'apprendre de l'expérience. Rappelez-vous notre définition d'une attitude gagnante, une attente positive de vos efforts, avec l'acceptation que les résultats obtenus reflètent parfaitement votre niveau de développement et ce que vous devez apprendre pour vous améliorer. Si vous rejetez la faute sur vous-même pour masquer les sentiments douloureux qui naissent de vos critiques, vous ne faites que mettre un pansement infecté sur la plaie. Vous pensez peut-être avoir résolu le problème, mais il ne fera que ressurgir plus tard, pire qu'avant. Il le faut, simplement parce que vous n'avez rien appris qui vous amènerait à faire le pays des interprétations qui aboutiraient à une expérience plus satisfaisante. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi laisser de l'argent sur la table est souvent plus douloureux qu'une perte? En cas de perte, il existe de nombreuses façons de rejeter la faute sur le marché et de ne pas en assumer la responsabilité. Mais lorsque nous laissons de l'argent sur la table, nous ne pouvons pas blâmer le marché. Le marché n'a rien fait d'autre que nous donner exactement ce que nous voulions, mais pour une raison ou une autre, nous n'avons pas été capables de saisir l'opportunité de manière appropriée. En d'autres termes, il est impossible de rationaliser la douleur. Vous n'êtes pas responsable de ce que le marché fait ou ne fait pas, mais vous êtes responsable de tout ce qui résulte de vos activités de trading. Vous êtes responsable de ce que vous avez appris, ainsi que de tout ce que vous n'avez pas encore appris et qui attend d'être découvert. Le moyen le plus efficace de découvrir ce dont vous avez besoin pour réussir est de développer une attitude gagnante, car c'est une approche intrinsèquement créative. Une attitude gagnante vous permet non seulement de vous concentrer sur ce que vous devez apprendre, mais aussi de vous concentrer sur ce que vous devez apprendre. Cela crée également un état d'esprit propice à la découverte de choses que personne d'autre n'a jamais expérimentées. Développer une attitude gagnante est la clé du succès. Le problème pour de nombreux traders est qu'ils pensent déjà en avoir une, alors que ce n'est pas le cas, ou qu'ils attendent du marché qu'il la développe pour eux en leur proposant des transactions gagnantes. C'est à vous de développer votre propre attitude gagnante. Le marché ne le fera pas à votre place et, je tiens à le souligner, aucune analyse de marché ne compensera le développement d'une attitude gagnante si vous n'en avez pas une. Comprendre les marchés vous donnera l'avantage nécessaire pour réaliser des transactions gagnantes, mais cet avantage ne vous permettra pas de gagner régulièrement si vous n'avez pas une attitude gagnante. On pourrait certainement affirmer que certains traders perdent parce qu'ils ne comprennent pas suffisamment les marchés et choisissent donc généralement les mauvaises transactions. Aussi logique que cela puisse paraître, mon expérience montre que les traders perdants choisissent les mauvaises transactions, quelle que soit leur connaissance des marchés. Dans tous les cas, le résultat est le même, ils perdent. En revanche, les traders à l'esprit gagnant, mais qui ne connaissent pratiquement rien au marché, peuvent repérer les gagnants. Et s'ils en connaissent bien les marchés, ils peuvent en repérer encore plus. Si vous souhaitez transformer votre expérience des marchés, de la peur à la confiance, si vous souhaitez transformer vos résultats d'une courbe des actions erratiques en une courbe en hausse constante, la première étape consiste à assumer vos responsabilités et à cesser d'attendre du marché qu'il vous apporte quoi que ce soit ou fasse quoi que ce soit pour vous. Si vous décidez désormais de tout faire par vous-même, le marché ne pourra plus être votre adversaire. Si vous cessez de lutter contre le marché, ce qui revient à cesser de vous battre contre vous-même, vous serez étonné de la rapidité avec laquelle vous identifierez exactement ce que vous devez apprendre et de la rapidité avec laquelle vous l'apprendrez. Prendre ses responsabilités est la pierre angulaire d'une attitude gagnante. Chapitre 4. La cohérence, un état d'esprit. J'espère qu'après avoir lu les 3 premiers chapitres, vous aurez compris que ce n'est pas parce que vous agissez en tant que trader que vous avez appris les bonnes manières de penser.
Comme je l'ai déjà souligné à plusieurs reprises, ce qui distingue les meilleurs traders des autres n'est pas ce qu'ils font ni quand ils le font, mais plutôt leur façon de penser et de le faire. Si votre objectif est de trader comme un professionnel et de remporter des gains réguliers, vous devez partir du principe que les solutions sont dans votre esprit et non dans le marché. La régularité est un état d'esprit qui repose sur des stratégies de réflexion fondamentales propres au trading. Réussir quelques transactions gagnantes peut convaincre presque tout le monde que le trading est facile. Souvenez-vous de vos propres expériences. Repensez à ces transactions qui ont généré un flux d'argent important sur votre compte alors que vous aviez simplement pris la décision d'acheter ou de vendre. Si l'on combine le sentiment extrêmement positif que procure le fait de gagner et de gagner de l'argent sans effort, il est presque impossible de ne pas conclure que gagner de l'argent en tant que trader est facile. Mais si c'est le cas, si le trading est si facile, pourquoi est-il si difficile à maîtriser? Pourquoi tant de traders sont-ils désemparés, aux prises avec cette contradiction évidente? S'il est vrai que le trading est facile et les traders le savent car ils en ont fait l'expérience directe, comment est-il possible qu'ils ne puissent pas appliquer sans cesse ce qu'ils ont appris sur les marchés? Autrement dit, comment expliquer la contradiction entre nos convictions et nos résultats réels au fil du temps? Réfléchir au trading. Les réponses dépendent de votre façon de voir les choses. L'ironie est que le trading peut être aussi amusant et facile que votre expérience l'a parfois été. Mais ressentir ces qualités de manière constante dépend de votre perspective, de vos convictions, de votre attitude ou de votre état d'esprit. Choisissez le terme avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Ils font tous référence à la même chose, gagner et la cohérence sont des états d'esprit de la même manière que le bonheur, le plaisir et la satisfaction sont des états d'esprit. Votre état d'esprit est le résultat de vos croyances et de vos attitudes. Vous pouvez essayer de créer de la constance sans avoir les croyances et attitudes appropriées, mais les résultats ne seront pas différents de ceux obtenus en essayant d'être heureux sans vous amuser. Lorsque vous ne vous amusez pas, il peut être très difficile de changer de perspective et de commencer soudainement à vous amuser. Bien sûr, les circonstances pourraient soudainement changer et vous procurer de la joie. Mais alors, votre état d'esprit résulterait d'un changement externe, et non d'un changement interne de votre attitude. Si vous dépendez de conditions et de circonstances extérieures pour être heureux, il est très peu probable que vous soyez heureux de manière constante. Cependant, vous pouvez considérablement augmenter vos chances d'être heureux en développant des attitudes axées sur le plaisir et, plus précisément, en vous efforçant de neutraliser les croyances et les attitudes qui vous empêchent de vous amuser. La réussite durable d'un trader fonctionne de la même manière. Vous ne pouvez pas compter sur le marché pour réussir de manière constante, pas plus que sur le monde extérieur pour être constamment heureux. Les personnes véritablement heureuses n'ont rien à faire pour l'être. Ce sont des gens heureux qui agissent. Les traders qui réussissent régulièrement sont constants, ce qui est une expression naturelle de leur personnalité. Ils n'ont pas besoin d'être constants. Ils sont constants. Cette distinction peut paraître abstraite, mais il est essentiel de la comprendre. Être constant n'est pas une chose que vous pouvez essayer d'être, car le simple fait d'essayer annulerait votre intention en vous éloignant mentalement du flux d'opportunités, réduisant ainsi vos chances de gagner et augmentant vos chances de perdre. Vos meilleures transactions étaient faciles et sans effort. Vous n'aviez pas besoin d'essayer de les rendre faciles. Elles l'étaient. Il n'y avait aucune difficulté. Vous voyiez exactement ce que vous aviez besoin de voir et vous agissiez en conséquence. Vous étiez dans l'instant présent, partie prenante du flux d'opportunités. Lorsque vous êtes dans le flux, vous n'avez pas besoin d'essayer, car tout ce que vous savez sur le marché est à votre disposition. Rien n'est bloqué ou caché à votre conscience, et vos actions semblent aisées, car il n'y a ni lutte ni résistance. En revanche, devoir essayer indique qu'il existe un certain degré de résistance ou de difficulté. Sinon, vous agiriez simplement sans avoir à essayer. Cela indique également que vous essayez d'obtenir ce que vous voulez du marché. Bien que cela semble naturel, cette perspective est semée d'embûches. Les meilleurs traders restent dans le flux car ils ne cherchent pas à obtenir quoi que ce soit du marché. Ils se rendent simplement disponibles pour tirer parti de ce que le marché offre à tout moment. Il existe une différence considérable entre les deux perspectives. Au chapitre 3, j'ai brièvement illustré comment notre esprit est programmé pour éviter la douleur physique et émotionnelle. Si vous tradez dans l'optique d'obtenir ce que vous voulez ou ce que vous attendez des marchés, que se passe-t-il lorsque le marché ne répond pas à vos attentes? Vos mécanismes de défense mentale entrent en jeu pour compenser l'écart entre ce que vous voulez et ce que vous n'obtenez pas, afin d'éviter toute douleur émotionnelle.
Notre esprit est conçu pour bloquer automatiquement les informations menaçantes ou les masquer, afin de nous protéger du malaise émotionnel que nous ressentons naturellement lorsque nous n'obtenons pas ce que nous voulons. Vous ne vous en rendrez pas compte sur le moment, mais vous sélectionnerez les informations qui correspondent à vos attentes, ce qui vous permettra de maintenir un état d'esprit serein. Cependant, en essayant de maintenir un état d'esprit sans douleur, vous vous éloignez également du flux des opportunités et entrez dans le monde du aurait pu, du aurait dû, du aurait voulu et du si seulement. Tout ce que vous auriez pu, dû ou auriez reconnu sur le moment vous paraissait invisible, puis tout devient douloureusement évident après coup, une fois l'opportunité passée. Pour être cohérent, vous devez apprendre à penser au trading de telle manière que vous ne soyez plus sensible aux processus mentaux conscients ou subconscients qui vous amènent à obscurcir, bloquer ou sélectionner des informations en fonction de ce qui vous rendra heureux, vous donnera ce que vous voulez ou évitera la douleur. La menace de la douleur engendre la peur, et la peur est à l'origine de 95% des erreurs que vous êtes susceptible de commettre. Il est certain que vous ne pouvez pas être constant ni vivre pleinement votre vie si vous faites constamment des erreurs, et vous en ferez tant que vous aurez peur que ce que vous voulez ou ce que vous attendez ne se produise pas. De plus, tout ce que vous tenterez en tant que trader sera une lutte, et vous aurez l'impression de lutter contre le marché ou que le marché est contre vous personnellement. Mais en réalité, tout se passe dans votre esprit. Le marché ne perçoit pas les informations qu'il met à votre disposition. Vous, si. S'il y a une lutte, c'est vous qui luttez contre votre propre esprit. Vous vous demandez peut-être comment aborder le trading sans avoir peur et, par conséquent, sans être soumis aux processus mentaux qui me poussent à bloquer, obscurcir ou sélectionner l'information? La réponse est, apprendre à accepter le risque. Vraiment comprendre le risque. Hormis les nombreuses questions de responsabilité abordées au chapitre 3, rien dans le trading n'est plus essentiel à votre réussite, et pourtant plus mal compris, que la notion d'acceptation du risque. Comme je l'ai mentionné au premier chapitre, la plupart des traders supposent à tort que, s'ils s'adonnent à l'activité intrinsèquement risquée consistant à placer et à retirer des ordres, ils acceptent également ce risque. Je le répète, cette hypothèse est tout à fait fausse. Accepter le risque signifie accepter les conséquences de vos transactions sans gêne émotionnelle ni peur. Cela signifie que vous devez apprendre à envisager le trading et votre relation avec les marchés de manière à ce que la possibilité de vous tromper, de perdre, de rater une opportunité ou de laisser de l'argent sur la table ne déclenche pas vos mécanismes de défense mentale et ne vous prive pas du flux d'opportunités. Prendre le risque d'effectuer une transaction si vous craignez les conséquences ne sert à rien, car vos peurs influenceront votre perception de l'information et votre comportement, vous faisant vivre l'expérience que vous redoutez le plus, celle que vous cherchez à éviter. Je vous propose d'adopter une stratégie de pensée spécifique, composée d'un ensemble de croyances qui vous permettront de rester concentré, dans l'instant présent et dans le flux. Avec cette perspective, vous ne chercherez ni à obtenir quoi que ce soit du marché ni à l'éviter. Au contraire, vous laisserez le marché évoluer et vous vous rendrez disponible pour tirer parti des situations que vous définissez comme des opportunités. En vous rendant disponible pour saisir une opportunité, vous n'imposez aucune limite ni attente au comportement du marché. Vous vous contentez de le laisser faire ce qu'il veut. Cependant, au cours de vos actions, le marché crée certaines conditions que vous définissez et percevez comme des opportunités. Vous exploitez ces opportunités au mieux de vos capacités, mais votre état d'esprit n'est ni dépendant ni affecté par le comportement du marché. Si vous apprenez à créer un état d'esprit indépendant du comportement du marché, la lutte cessera. Une fois la lutte intérieure terminée, tout devient facile. Vous pouvez alors exploiter pleinement toutes vos compétences, analytiques ou autres, pour finalement réaliser votre potentiel de trader. Voici le défi. Comment accepter les risques du trading sans ressentir d'inconfort émotionnel ni de peur, alors qu'au moment où vous percevez le risque, vous ressentez simultanément de l'inconfort et de la peur? En d'autres termes, comment rester confiant et serein lorsque vous êtes absolument certain de pouvoir vous tromper, perdre de l'argent, passer à côté d'une opportunité ou laisser de l'argent sur la table? Comme vous pouvez le constater, votre peur et votre malaise sont parfaitement justifiés et rationnels. Chacune de ces possibilités devient réelle dès que vous envisagez d'interagir avec le marché. Cependant, si ces possibilités sont vraies pour chaque trader, ce qui ne l'est pas, c'est ce que signifie se tromper, perdre, rater une occasion ou laisser de l'argent sur la table. Tout le monde ne partage pas les mêmes croyances et attitudes face à ces possibilités et, par conséquent, les mêmes sensibilités émotionnelles. Autrement dit, tout le monde n'a pas peur des mêmes choses. Cela peut paraître évident,
Mais je vous assure que ce n'est pas le cas. Lorsque nous avons peur, le malaise émotionnel ressenti est si réel qu'il est indéniable, et il est naturel de supposer que tout le monde partage notre réalité. Je vais vous donner un parfait exemple de ce dont je parle. J'ai récemment travaillé avec un trader qui avait une peur bleue des serpents. Il disait avoir toujours eu peur des serpents, car il ne se souvenait pas d'une époque où il n'en avait pas eu. Aujourd'hui, il est marié et père d'une fille de 3 ans. Un soir, alors que sa femme était en déplacement, sa fille et lui furent invités à dîner chez un ami. À l'insu de mon client, l'enfant de son ami avait un serpent comme animal de compagnie. Lorsque l'enfant de son ami a sorti le serpent à la vue de tous, mon client a paniqué et a pratiquement bondi à l'autre bout de la pièce pour s'éloigner le plus possible. Sa fille, quant à elle, était complètement fascinée par le serpent et ne le laissait pas tranquille. Lorsqu'il m'a raconté cette histoire, il m'a dit qu'il avait été non seulement choqué par cette confrontation inattendue avec le serpent, mais aussi par la réaction de sa fille. Elle n'avait pas peur et il supposait qu'elle en aurait. Je lui ai expliqué que sa peur était si intense et son attachement à sa fille si fort qu'il lui était inconcevable que sa fille ne partage pas automatiquement sa réalité concernant les serpents. Mais je lui ai ensuite fait remarquer qu'il était impossible qu'elle partage son expérience, à moins qu'il ne le fasse. On lui avait spécifiquement appris à avoir peur des serpents, sinon elle aurait eu sa propre expérience douloureuse et effrayante. Autrement, sans rien de contraire dans son système mental, la réaction la plus probable à sa première rencontre avec un serpent vivant serait une fascination pure et sans mélange. Tout comme mon client supposait que sa fille aurait peur des serpents, la plupart des traders supposent que les meilleurs traders, comme eux, ont aussi peur de se tromper, de perdre, de rater une occasion et de laisser de l'argent sur la table. Ils supposent que les meilleurs traders neutralisent leur peur grâce à un courage, des nerfs d'acier et une maîtrise de soi exceptionnelle. Comme beaucoup d'autres aspects du trading, ce qui semble logique ne l'est pas. Certes, l'une ou l'autre de ces caractéristiques, voire toutes, peut être présente chez n'importe quel trader de haut niveau. Mais ce qui est faux, c'est qu'elle ne joue aucun rôle dans ses performances supérieures. Avoir besoin de courage, de nerfs d'acier ou de maîtrise de soi impliquerait un conflit interne où une force est utilisée pour contrer les effets d'une autre. Toute difficulté, tout effort ou toute peur associée au trading vous éloignera de l'instant présent et de la fluidité, et donc diminuera vos résultats. C'est là que les traders professionnels se démarquent vraiment. En acceptant le risque comme les pros, vous ne percevrez rien de ce que le marché peut faire comme une menace. Si rien n'est menaçant, il n'y a rien à craindre. Si vous n'avez pas peur, vous n'avez pas besoin de courage. Si vous n'êtes pas stressé, pourquoi auriez-vous besoin de nerfs d'acier? Et si vous n'avez pas peur de votre potentiel imprudent, grâce aux mécanismes de surveillance appropriés, vous n'avez pas besoin de maîtrise de soi. En réfléchissant aux implications de ce que je dis, je tiens à vous rappeler ceci, rares sont ceux qui se lancent dans le trading avec les convictions et les attitudes appropriées en matière de responsabilité et de risque. Certains y parviennent, mais c'est rare. Tous les autres passent par le même cycle que celui que j'ai décrit dans l'exemple du trader débutant, on commence insouciant, puis on prend peur, et nos peurs diminuent continuellement notre potentiel. Les traders qui sortent de ce cycle et réussissent sont ceux qui finissent par apprendre à cesser d'éviter et à accepter la responsabilité et le risque. La plupart de ceux qui parviennent à briser le cycle n'opèrent ce changement de mentalité qu'après avoir subi des pertes importantes si douloureuses qu'elles ont pour effet positif de se débarrasser de leurs illusions sur la nature du trading. Concernant votre développement, le comment de leur transformation importe peu, car dans la plupart des cas, elle s'est produite par inadvertance. Autrement dit, ils n'étaient pleinement conscients des changements qui s'opéraient dans leur environnement mental qu'après avoir constaté les effets positifs de leur nouvelle perspective sur leurs interactions avec le marché. C'est pourquoi très peu de traders de haut niveau peuvent réellement expliquer les raisons de leur succès, si ce n'est en utilisant des axiomes comme limiter ses pertes et suivre le courant. Ce qui est important, c'est que vous compreniez qu'il est tout à fait possible de penser comme le font les professionnels et de traders sans crainte, même si votre expérience directe en tant que trader pourrait vous dire le contraire. Alignez votre environnement mental. Nous allons maintenant nous concentrer sur la manière précise d'adapter votre environnement mental afin d'accepter le risque et de fonctionner comme un trader professionnel. La plupart de mes explications jusqu'ici visaient à vous préparer au travail concret. Je vais vous enseigner une stratégie de réflexion fondée sur une croyance profonde dans les probabilités et les avantages. Grâce à cette nouvelle stratégie de réflexion, vous apprendrez à créer une nouvelle relation avec le marché, une relation qui dissocie votre trading de ce que signifie généralement se tromper ou perdre,
et qui vous empêche de percevoir quoi que ce soit sur le marché comme une menace. Lorsque la menace de la douleur disparaît, la peur disparaît également, tout comme les erreurs liées à la peur auxquelles vous êtes sujet. Vous retrouverez un esprit libre d'observer ce qui est disponible et d'agir en conséquence. Parvenir à cet état d'esprit insouciant et sans peur, malgré les échecs répétés, demandera du travail, mais ce ne sera pas aussi difficile que vous pourriez le penser. En fait, à la fin de la lecture de ce livre, la plupart d'entre vous seront étonnés de la simplicité des solutions à vos problèmes. À bien des égards, un état d'esprit ou une perspective est comparable à un code informatique. Vous pourriez avoir plusieurs milliers de lignes de code parfaitement écrites, avec une seule ligne défectueuse, et dans cette seule ligne défectueuse, un seul caractère mal placé pourrait suffire. Selon l'objectif du logiciel et la position de ce défaut par rapport à tout le reste, ce seul caractère mal placé pourrait ruiner les performances d'un système pourtant parfaitement écrit. La solution était simple, corriger le caractère mal placé, et tout fonctionnerait parfaitement. Cependant, identifier l'erreur, voire même en connaître l'existence, peut nécessiter une expertise considérable. En ce qui concerne la mentalité de trading idéale, chacun se situe à une certaine distance psychologique. Autrement dit, presque tout le monde débute avec un code logiciel défectueux. J'utilise des termes comme clic ou degré pour indiquer la distance psychologique, mais ces termes n'impliquent pas de distance précise. Ainsi, par exemple, beaucoup d'entre vous constateront qu'ils ne sont qu'à un clic de l'état d'esprit idéal. Ce clic peut représenter une ou deux hypothèses erronées ou mal fondées sur la nature du trading. En réfléchissant à certaines des idées présentées dans ce livre, votre point de vue pourrait évoluer. Changement. Pour reprendre l'analogie du code logiciel, ce changement équivaudrait à identifier la ligne défectueuse de votre système mental et à la remplacer par quelque chose de fonctionnel. On décrit généralement ce type de changement mental interne comme une expérience ou le moment où la lumière s'allume. Tout le monde a vécu ce genre d'expérience, et certaines caractéristiques communes y sont associées. Premièrement, nous nous sentons généralement différents. Le monde semble même différent, comme s'il avait soudainement changé. Généralement, au moment de la percée, nous disons quelque chose comme « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant ?» ou « C'était sous mes yeux depuis le début, mais je ne l'ai pas vu » ou encore « C'est si simple. Pourquoi ne l'ai-je pas vu ?» Un autre phénomène intéressant de l'expérience c'est que parfois, en quelques instants, même si la durée peut varier, nous avons l'impression que cette nouvelle part de notre identité a toujours fait partie de nous. Il devient alors difficile de croire que nous étions ce que nous étions avant cette expérience. En bref, vous avez peut-être déjà une certaine connaissance de ce qu'il faut savoir pour réussir durablement en trading. Mais être conscient de quelque chose ne fait pas automatiquement de cette chose une partie intégrante de vous. La conscience n'est pas nécessairement une croyance. Apprendre quelque chose de nouveau et l'accepter ne signifie pas y croire suffisamment pour pouvoir agir en conséquence. Prenons l'exemple de mon client qui a peur des serpents. Il sait pertinemment que tous les serpents ne sont pas dangereux et qu'il lui sera facile d'apprendre à distinguer ceux qui le sont de ceux qui ne le sont pas. Apprendre à faire ces distinctions lui permettra-t-il soudainement de ne plus avoir peur des serpents inoffensifs ? Pouvons-nous supposer que sa conscience retombera à un niveau où il pourra désormais interagir avec les serpents sans peur ni immobilité ? Non, nous ne pouvons pas faire cette hypothèse. Sa conscience que certains serpents ne sont pas dangereux et sa peur des serpents peuvent coexister dans son environnement mental, en contradiction. Vous pourriez le confronter à un serpent et il pourrait admettre sans hésiter qu'il sait que le serpent n'est pas dangereux et ne lui ferait pas de mal. Mais, en même temps, il lui serait extrêmement difficile de le toucher, même s'il le voulait. Cela signifie-t-il qu'il est condamné à avoir peur des serpents toute sa vie ? Seulement s'il le veut. C'est vraiment une question de volonté. Il est certainement possible de neutraliser sa peur, mais il faudra y travailler, et tout effort requiert une motivation suffisante. Nombre d'entre nous ont des peurs perçues comme irrationnelles et choisissent simplement de vivre avec cette contradiction, refusant de subir le travail émotionnel nécessaire pour la surmonter. Dans cet exemple, la contradiction est évidente. Cependant, au cours de mes nombreuses années de collaboration avec les traders, j'ai découvert plusieurs contradictions et conflits typiques autour des questions de risque et de responsabilité, où deux ou plusieurs croyances contradictoires peuvent facilement anéantir vos intentions positives, quelle que soit votre motivation à réussir. Le problème est qu'aucune de ces contradictions n'est vraiment évidente, du moins pas à première vue. Les croyances contradictoires ne sont cependant pas le seul problème.
Qu'en est-il des affirmations comme je suis un preneur de risques, que les traders supposent généralement réduites au niveau fonctionnel d'une croyance, alors qu'en réalité, la dynamique sous-jacente de leur perception du marché indique qu'ils font tout leur possible pour éviter le risque? Les croyances contradictoires et la conscience non fonctionnelle sont le résultat d'un code informatique mental défectueux. Un code qui détruit votre capacité à rester concentré et à atteindre vos objectifs. Un code qui donne l'impression d'avoir simultanément un pied sur l'accélérateur et l'autre sur le frein. Un code qui confère à l'apprentissage du trading un côté mystérieux, stimulant et amusant au début, mais qui se transforme généralement en une exaspération pure et simple. Quand j'étais à l'université à la fin des années 1960, l'un de mes films préférés était Look la main froide, avec Paul Newman. C'était un film très populaire à l'époque, alors je suis sûr que certains d'entre vous l'ont vu à la télévision en fin de soirée. Luke était membre d'une chaîne de prison en Géorgie. Après son évasion et sa deuxième capture, les gardiens étaient déterminés à ne pas laisser Luke se moquer d'eux une troisième fois. Alors, tout en le forçant à travailler sans relâche et en le frappant par intermittence, il ne cessait de lui demander « Luke, as-tu enfin retrouvé la raison ?» Finalement, après de longues souffrances, Luke finit par avouer au responsable de la prison qu'il avait retrouvé la raison. Ils lui dirent que s'il ne le faisait pas et tentait de s'évader à nouveau, il le tuerait à coup sûr. Bien sûr, Luke tenta une nouvelle évasion et, fidèles à leur parole, les gardiens le tuèrent. Comme Luke, de nombreux traders, qu'ils en soient conscients ou non, tentent d'obtenir ce qu'ils veulent en surclassant le marché. Ils se font donc tuer financièrement et émotionnellement. Il existe des moyens plus faciles et infiniment plus satisfaisants d'obtenir ce que l'on veut du marché, mais il faut d'abord être prêt à retrouver la raison. Chapitre 5. La dynamique de la perception. L'un des principaux objectifs de ce livre est de vous apprendre à décongestionner les informations boursières. Le marché ne génère pas d'informations positives ou négatives. Du point de vue des marchés, tout n'est que de l'information. On pourrait croire que le marché est à l'origine de nos émotions à un moment donné, mais ce n'est pas le cas. C'est notre propre cadre mental qui détermine notre perception de l'information, nos émotions et, par conséquent, notre état d'esprit pour nous intégrer spontanément au flux et tirer parti des opportunités offertes par le marché. Les professionnels ne perçoivent rien de douloureux dans les marchés. Par conséquent, aucune menace n'existe pour eux. Sans menace, il n'y a rien contre quoi se défendre. Par conséquent, leurs mécanismes de défense, conscients ou inconscients, n'ont aucune raison de se déclencher. C'est pourquoi les professionnels peuvent voir et agir de manière déroutante. Ils sont dans le flux, car ils perçoivent un flux infini d'opportunités, et lorsqu'ils ne sont pas dans le flux, les meilleurs d'entre eux peuvent le reconnaître et compenser en réduisant leurs activités, voire en ne réalisant aucune transaction. Si votre objectif est de trader comme les professionnels, vous devez être capable d'appréhender le marché avec objectivité, sans distorsion. Vous devez être capable d'agir sans résistance ni hésitation, mais avec la retenue nécessaire pour contrer les effets négatifs de l'excès de confiance ou de l'euphorie. En résumé, votre objectif est de créer un état d'esprit unique, une mentalité de trader. Une fois cela accompli, tous les autres éléments de votre réussite en tant que trader se mettront en place. Pour vous aider à atteindre cet objectif, je vais vous proposer une méthode pour redéfinir votre rapport aux informations de marché afin de réduire, voire d'éliminer, le risque de les percevoir comme une menace. Par redéfinir, j'entends changer votre perspective et fonctionner à partir d'un cadre mental qui vous permet de rester concentré sur les opportunités disponibles au lieu de vous plonger dans la douleur émotionnelle. Débogage de votre logiciel mental. En d'autres termes, nous voulons corriger les bugs de notre code mental et remettre nos esprits en ordre. Pour y parvenir efficacement, il est nécessaire de comprendre la nature de l'énergie mentale et de savoir comment l'utiliser pour modifier une perspective qui génère une réaction émotionnelle négative et indésirable aux informations du marché. Il y a beaucoup à apprendre, mais je pense que vous serez étonné de constater à quel point de simples changements peuvent faire une énorme différence dans vos résultats de trading. Le trading commence par la perception d'une opportunité. Sans cette perception, nous n'aurions aucune raison de trader. Il me semble donc tout à fait pertinent de commencer notre analyse de l'énergie mentale en analysant le processus de perception. Quelles sont les dynamiques sous-jacentes de la perception? Quels facteurs déterminent la façon dont nous percevons l'information, ou ce que nous percevons par rapport à ce qui est disponible? Quel est le lien entre la perception et ce que nous vivons à un instant T?
La manière la plus simple de comprendre la dynamique de la perception et de répondre à ces questions est probablement de penser à des forces qui génèrent des informations sur les propriétés, les caractéristiques et les traits qui les rendent uniques. Tout ce qui existe hors de notre corps. Toutes les plantes et toutes les formes de vie. Tous les phénomènes planétaires tels que les conditions météorologiques, les tremblements de terre et les éruptions volcaniques. Toute matière physique active et inerte. Et tous les phénomènes non corporels tels que la lumière, les ondes sonores, les micro-ondes et les radiations génèrent des informations sur la nature de son existence. Ces informations peuvent agir comme une force sur l'un de nos 5 sens physiques. Avant d'aller plus loin, notez que j'utilise le verbe générer dans un sens global, impliquant que tout est dans un état d'expression active, y compris les objets inanimés. Pour illustrer ce raisonnement, prenons un objet aussi simple qu'une roche. C'est un objet inanimé, composé d'atomes et de molécules uniques qui s'expriment sous forme de roche. Je peux utiliser le verbe actif exprimé car les atomes et les molécules qui la composent sont en mouvement constant. Ainsi, même si la roche ne semble active que dans son sens le plus abstrait, elle possède des caractéristiques et des propriétés qui agissent comme des forces sur nos sens, nous permettant d'expérimenter et de distinguer la nature de son existence. Par exemple, une roche a une texture, et cette texture agit comme une force sur notre sens du toucher lorsque nous passons nos doigts sur sa surface. Une pierre a une forme et une couleur qui agissent sur notre vision. Elle occupe un espace qu'aucun autre objet ne peut occuper, de sorte que nous la voyons à la place d'un espace vide ou d'un autre objet. Une pierre peut aussi avoir une odeur qui agit sur notre odorat, ou un goût, bien que je n'ai pas léché de pierre récemment pour le savoir. Lorsque nous rencontrons quelque chose dans notre environnement qui exprime ses propriétés et ses caractéristiques, un échange d'énergie a lieu. L'énergie extérieure, sous la forme de ce qui s'exprime, est transformée par notre système nerveux en impulsions électriques, puis stockée dans notre environnement mental intérieur. Plus précisément, tout ce que nous voyons, entendons, goûtons, sentons ou ressentons par nos sens est transformé en impulsions électriques. L'énergie est stockée dans notre environnement mental sous forme de mémoire et ou de dit. Je pense que tout cela est assez évident pour la plupart des gens, mais il y a ici des implications profondes qui ne sont pas évidentes, et nous les tenons généralement complètement pour acquises. Tout d'abord, il existe une relation de cause à effet entre nous-mêmes et tout ce qui existe dans notre environnement extérieur. Par conséquent, nos interactions avec des forces extérieures créent ce que j'appellerais des structures énergétiques dans notre esprit. Les souvenirs, les distinctions et, finalement, les croyances que nous acquérons tout au long de notre vie existent dans notre environnement mental sous forme d'énergie structurée. L'énergie structurée est un concept abstrait. Vous vous demandez peut-être, comment l'énergie prend-elle forme ? Avant de répondre à cette question, une question encore plus fondamentale s'impose. Adressée. Comment savons-nous que les souvenirs, les distinctions et les croyances existent sous forme d'énergie ? Je ne sais pas si cela a été scientifiquement prouvé ou totalement accepté par la communauté scientifique, mais demandez-vous sous quelle autre forme ces composants mentaux pourraient exister. Voici ce que nous savons avec certitude, tout ce qui est composé d'atomes et de molécules occupe de l'espace et peut donc être observé. Si les souvenirs, les distinctions et les croyances existaient sous une forme physique, alors nous devrions pouvoir les observer. À ma connaissance, aucune observation de ce type n'a été faite. La communauté scientifique a disséqué des tissus cérébraux, les a examinés au niveau de l'atome individuel et cartographié diverses régions du cerveau en fonction de leurs fonctions. Mais personne, à ce jour, n'a observé un souvenir, une distinction ou une croyance dans sa forme naturelle. Par dans sa forme naturelle, j'entends que, même si un scientifique peut observer les cellules cérébrales individuelles qui contiennent certains souvenirs, il ne peut en faire l'expérience directe. Il ne peut en faire l'expérience que si la personne à laquelle ils appartiennent est vivante et choisit de les exprimer d'une manière ou d'une autre. Si les souvenirs, les distinctions et les croyances n'existent pas sous forme physique, alors il n'existe pas d'autre moyen pour eux d'exister que sous forme d'énergie. Si tel est le cas, cette énergie peut-elle prendre une forme spécifique ? Peut-elle être structurée de manière à refléter les forces externes qui l'ont engendrée ? Absolument. Existe-t-il dans l'environnement quelque chose d'analogue à l'énergie ayant une forme ? Les pensées sont de l'énergie. Parce que vous pensez dans une langue, vos pensées sont structurées par les limites et les règles qui régissent cette langue. Lorsque vous exprimez ces pensées à voix haute, vous créez des ondes sonores, qui sont une forme d'énergie. Les ondes sonores créées par l'interaction de vos cordes vocales et de votre langue sont structurées par le contenu de votre message. Les micro-ondes sont de l'énergie.
de nombreux appels téléphoniques sont relayés par micro-ondes, ce qui signifie que l'énergie des micro-ondes doit être structurée de manière à refléter le message qu'elle transporte. La lumière laser est une énergie, et si vous avez déjà assisté à une démonstration de spectacle laser, ou d'art laser, vous avez vu de l'énergie pure prendre une forme qui reflète les désirs créatifs des artistes. Tous ces exemples illustrent bien comment l'énergie peut prendre forme, structure et s'exprimer. Bien sûr, il y en a bien d'autres, mais il en existe un autre qui illustre parfaitement ce point. Fondamentalement, que sont les rêves? Je ne vous demande pas ce que signifient les rêves ni ce que vous en pensez. Quel est leur but, mais plutôt quels sont-ils? Quelles sont leurs propriétés? Si nous supposons que les rêves se déroulent dans les limites de notre crâne, alors ils ne peuvent être composés d'atomes et de molécules, car il n'y aurait pas assez de place pour tout ce qui existe et se déroule dans nos rêves. Les expériences oniriques semblent avoir les mêmes proportions et dimensions que les choses que nous percevons lorsque nous sommes éveillés et que nous vivons la vie par nos 5 sens. La seule façon d'y parvenir serait que les rêves soient une forme d'énergie structurée, car l'énergie peut prendre n'importe quelle taille ou dimension, mais, ce faisant, n'occupe aucun espace. Si cela ne vous est pas déjà venu à l'esprit, il y a là quelque chose de vraiment profond. Si les souvenirs, distinctions et croyances que nous avons acquis grâce à nos rencontres avec l'environnement extérieur représentent ce que nous avons appris de cet environnement et de son fonctionnement. Et si ces souvenirs, distinctions et croyances existent dans notre environnement mental sous forme d'énergie? Et si l'énergie n'occupe aucun espace, alors on pourrait aussi dire que nous avons une capacité d'apprentissage illimitée. Eh bien, non seulement je pense que cela peut être dit, mais je le dis. Considérez l'évolution de la conscience humaine et ce qu'il faut savoir pour fonctionner efficacement, comparé à il y a seulement 100 ans. Rien n'indique que nous n'ayons pas une capacité d'apprentissage illimitée. La différence entre ce dont nous sommes conscients aujourd'hui et ce que nous pouvons faire grâce à cette conscience élargie serait stupéfiante pour quiconque aurait vécu il y a 100 ans. Perception et apprentissage. Cependant, il faut veiller à ne pas assimiler capacité de stockage et capacité d'apprentissage. Apprendre, et prendre conscience de ce qui est disponible à apprendre, ne dépend pas uniquement de la capacité de stockage. Si c'était le cas, qu'est-ce ce qui nous empêcherait de tout savoir? Et si nous savions tout, qu'est-ce ce qui nous empêcherait de percevoir chaque caractéristique, propriété ou trait possible de tout ce qui s'exprime à un instant donné? Qu'est-ce qui nous en empêche maintenant? Ces questions nous amènent au cœur même de la nécessité de comprendre que les composantes mentales comme les souvenirs, les distinctions et les croyances existent sous forme d'énergie. Toute énergie a le potentiel d'agir comme une force exprimant sa forme, et c'est précisément ce que font nos souvenirs, nos distinctions et nos croyances. Ils agissent comme une force sur nos sens de l'intérieur, exprimant leur forme et leur contenu, et, ce faisant, ils ont un effet profondément limitatif sur les informations que nous percevons à un moment donné, rendant une grande partie des informations disponibles du point de vue de l'environnement et les possibilités inhérentes à ces informations, littéralement invisibles. Je dis ici qu'à tout moment, l'environnement génère une quantité considérable d'informations sur ses propriétés, ses caractéristiques et ses traits. Certaines de ces informations dépassent le champ physiologique de nos sens. Par exemple, nos yeux ne peuvent percevoir toutes les longueurs d'onde de la lumière ni nos oreilles entendre toutes les fréquences sonores produites par l'environnement. Il existe donc assurément une gamme d'informations qui dépasse les capacités physiologiques de nos sens. Qu'en est-il du reste? Quelles informations l'environnement génère-t-il sur lui-même? Voyons-nous, entendons-nous, goûtons-nous, sentons-nous ou ressentons-nous par nos sens toutes les distinctions, tous les traits et toutes les caractéristiques possibles? Absolument pas. L'énergie qui est en nous limite et bloque catégoriquement notre perception d'une grande partie de ces informations en agissant par les mêmes mécanismes sensoriels que l'environnement extérieur. Si vous y réfléchissez un instant, certaines de mes affirmations semblent évidentes. Par exemple, l'environnement extérieur peut s'exprimer de nombreuses manières que nous ne percevons pas, simplement parce que nous ne les connaissons pas encore. C'est facile à illustrer. Repensez à la première fois que vous avez regardé un graphique de prix. Qu'avez-vous vu? Qu'avez-vous perçu exactement? Sans y avoir jamais été exposé auparavant, je suis sûr que, comme tout le monde, vous avez vu une série de lignes dénuées de sens. Or, si vous êtes comme la plupart des traders, lorsque vous regardez un graphique de prix, vous voyez des caractéristiques, des traits et des schémas comportementaux qui représentent les actions collectives de tous les traders ayant participé à ces transactions. Initialement, le graphique représentait des informations indifférenciées. Or,
ces informations indifférenciées créent généralement une certaine confusion, et c'est probablement ce que vous avez ressenti lors de votre première rencontre avec un graphique. Progressivement, vous avez cependant appris à distinguer ces informations, telles que les tendances et les lignes de tendance, les consolidations, les supports et les résistances, les retracements ou les relations significatives entre volume, position ouverte et évolution des prix, pour n'en citer que quelques-unes. Vous avez compris que chacune de ces distinctions dans le comportement du marché représentait une opportunité de satisfaire un besoin, un objectif ou un désir personnel. Chaque distinction avait désormais une signification et une importance relative. Maintenant, je vous invite à faire preuve d'imagination et à imaginer que je viens de vous présenter le tout premier graphique de prix que vous ayez jamais vu. Y aurait-il une différence entre ce que vous voyez maintenant et ce que vous avez vu alors? Absolument. Au lieu d'un ensemble de lignes indifférenciées, vous verriez tout ce que vous avez appris sur ces lignes entre hier et aujourd'hui. Autrement dit, vous verriez toutes les distinctions que vous avez apprises, ainsi que toutes les opportunités qu'elles représentent. Pourtant, tout ce que vous voyez en regardant ce graphique existait alors et, de plus, était perceptible. Quelle est la différence? L'énergie structurée qui est en vous maintenant, la connaissance que vous avez acquise agit comme une force sur votre regard, vous permettant de reconnaître les différentes distinctions que vous avez apprises. Puisque cette énergie n'était pas présente la première fois que vous avez regardé le graphique, toutes les opportunités que vous voyez maintenant étaient présentes, mais en même temps invisibles pour vous. De plus, à moins d'avoir appris à faire toutes les distinctions possibles en fonction de toutes les relations possibles entre les variables de ce graphique, ce que vous n'avez pas encore appris reste invisible. La plupart d'entre nous n'ont aucune idée à quel point nous sommes continuellement entourés d'opportunités invisibles inhérentes aux informations auxquelles nous sommes exposés. Le plus souvent, nous n'en avons jamais connaissance et, par conséquent, elles restent invisibles. Le problème, bien sûr, c'est qu'à moins que nous ne soyons dans une situation complètement nouvelle ou unique ou que nous agissions dans une attitude d'ouverture authentique, nous ne percevrons pas quelque chose que nous n'avons pas encore appris. Pour apprendre quelque chose, nous devons pouvoir en faire l'expérience d'une manière ou d'une autre. Nous avons donc ici une boucle fermée qui nous empêche d'apprendre. Les boucles fermées perceptives existent en chacun de nous, car elles sont des fonctions naturelles de la façon dont l'énergie mentale s'exprime par nos sens. Chacun connaît l'expression « on voit ce qu'on veut voir ». Je le formulerai autrement, les gens voient ce qu'ils ont appris à voir, et tout le reste est invisible jusqu'à ce qu'ils apprennent à contrer l'énergie qui bloque leur conscience de ce qu'ils ont désappris et attendent d'être découverts. Pour illustrer ce concept et le rendre encore plus clair, je vais vous donner un autre exemple, qui démontre comment l'énergie mentale peut affecter notre perception et notre expérience de l'environnement au point d'inverser la relation de cause à effet. Prenons l'exemple de la première rencontre d'un très jeune enfant avec un chien. Comme il s'agit d'une première expérience, l'environnement mental de l'enfant est, pour ainsi dire, vierge de tout lien avec les chiens. Il n'aura aucun souvenir et, surtout, aucune distinction quant à la nature d'un chien. Par conséquent, jusqu'à sa première rencontre, du point de vue de l'enfant, les chiens n'existent pas. Bien sûr, du point de vue de l'environnement, les chiens existent et ils ont le potentiel d'agir sur les sens de l'enfant pour créer une expérience. En d'autres termes, l'expression de la nature des chiens peut agir comme cause et produire un effet dans l'environnement mental de l'enfant. Quel type d'effet les chiens sont-ils capables de produire? Eh bien, ils ont une gamme d'expressions. Par gamme d'expressions, j'entends qu'ils peuvent se comporter de différentes manières envers les humains. Ils peuvent être amicaux, affectueux, protecteurs et amusants à côtoyer. Ou hostiles, méchants et dangereux, pour ne citer que quelques-unes des nombreux comportements dont ils sont capables. Tous ces traits peuvent être observés, expérimentés et appris. Lorsque l'enfant voit le chien pour la première fois, son environnement mental est totalement vide de sens. Des informations environnementales inconnues, non familières et non classifiées peuvent susciter de la curiosité nous poussant à vouloir en savoir plus sur ce que nous vivons ou engendrer un état de confusion, qui peut facilement se transformer en peur si nous ne parvenons pas à replacer ces informations dans un cadre ou un contexte compréhensible et significatif. Dans notre exemple, la curiosité de l'enfant se réveille et il se précipite vers le chien pour vivre une expérience sensorielle plus approfondie. Remarquez comment les enfants sont littéralement contraints de se lancer dans une situation dont ils ignorent tout. Cependant, dans cet exemple, les forces environnementales ne réagissent pas favorablement aux avances de l'enfant. Le chien qui l'intéresse est soit intrinsèquement méchant, soit en mauvaise posture. Quoi qu'il en soit, dès que l'enfant s'approche suffisamment, le chien le mord.
L'attaque est si violente qu'il faut éloigner le chien de l'enfant. Ce genre d'expérience malheureuse n'est certes pas typique, mais elle n'est pas non plus si rare. Je l'ai choisi pour 2 raisons. Premièrement, la plupart des gens peuvent s'y identifier, que ce soit par leur propre expérience ou par l'expérience d'une connaissance. Deuxièmement, en analysant la dynamique sous-jacente de cette expérience d'un point de vue énergétique, nous allons découvrir 1. Comment notre esprit est conçu pour penser. 2. Comment il traite l'information. 3. Comment ces processus affectent nos expériences. Et 4. Notre capacité à identifier de nouvelles possibilités. Je sais que cela peut paraître complexe à partir d'un seul exemple, mais les principes en jeu s'appliquent à la dynamique sous-jacente à pratiquement tout apprentissage. Suite à un traumatisme physique et émotionnel, le petit garçon de notre exemple a maintenant une mémoire et une distinction sur la façon dont les chiens s'expriment. Si la capacité du garçon à se souvenir de ses expériences est normale, il peut stocker cet incident d'une manière qui représente tous les sens sur lesquels l'expérience a eu un impact. Par exemple, l'attaque peut être stockée sous forme d'images mentales basées sur ce qu'il a vu, ainsi que de son manteau représentant ce qu'il a entendu, et ainsi de suite. Les souvenirs représentant les 3 autres sens fonctionneront de la même manière. Cependant, le type de données sensorielles présentes dans sa mémoire importe moins que le type d'énergie qu'elle représente. Nous possédons essentiellement 2 types d'énergie mentale, l'énergie positive, que nous appelons amour, confiance, bonheur, joie, satisfaction, excitation et enthousiasme, pour ne citer que quelques-unes des émotions agréables que nous pouvons ressentir. Et l'énergie négative, qui représente la peur, la terreur, l'insatisfaction, la trahison, le regret, la colère, la confusion, l'anxiété, le stress et la frustration, toutes ces émotions représentant ce que l'on appelle communément la douleur émotionnelle. La première expérience du garçon avec un chien ayant été extrêmement douloureuse, on peut supposer que, quels que soient les sens affectés, tous ces souvenirs de cette expérience seront douloureux, désagréables et négatifs. Quel effet cette énergie mentale négative aura-t-elle sur sa perception et son comportement s'il rencontre un autre chien? La réponse est si évidente qu'il peut paraître ridicule de la poser, mais les implications sous-jacentes ne le sont pas, alors soyez indulgents. De toute évidence, dès qu'il entre en contact avec un autre chien, il ressentira de la peur. Notez que j'ai utilisé le mot « autre » pour décrire le prochain chien avec lequel il entrera en contact. Ce que je veux souligner, c'est que n'importe quel chien peut susciter la peur chez le garçon, pas seulement celui qui l'a attaqué. Peu importe que le prochain chien qu'il rencontre soit le chien le plus amical du monde, celui dont la nature est uniquement d'exprimer l'enjouement et l'amour. L'enfant aura toujours peur, et de plus, sa peur pourrait rapidement se transformer en terreur effrénée, surtout si le deuxième chien tente de l'approcher. Chacun de nous a, à un moment ou à un autre, été témoin d'une situation où quelqu'un éprouvait de la peur, alors que, de notre point de vue, il n'y avait ni le moindre danger ni la moindre menace. Même si nous ne l'avons peut-être pas dit, nous avons probablement pensé que cette personne était irrationnelle. Perception et risque. Si nous essayons d'expliquer pourquoi il n'y avait aucune raison d'avoir peur, nous constaterions probablement que nos paroles n'avaient que peu, voire pas, d'impact. Nous pourrions facilement penser la même chose du garçon de notre exemple, il est simplement irrationnel, car il est clair, de notre point de vue, qu'il existe d'autres possibilités que celles sur laquelle son esprit s'est concentré. Mais sa peur est-elle moins rationnelle que, disons, votre peur à passer à l'action suivante, alors que votre dernière opération était perdante? En utilisant la même logique, un trader de haut niveau dirait que votre peur est irrationnelle parce que ce moment présent. L'opportunité n'a absolument rien à voir avec votre dernière transaction. Chaque transaction est simplement un avantage avec un résultat probable, statistiquement indépendant de toute autre transaction. Si vous pensez le contraire, je comprends vos craintes. Mais je peux vous assurer que vos craintes sont totalement infondées. Comme vous pouvez le constater, la perception du risque par une personne peut facilement être perçue comme irrationnelle par une autre. Le risque est relatif, mais pour celui qui le perçoit sur le moment, il semble absolu et incontestable. Lorsque l'enfant a rencontré son premier chien, il débordait d'excitation et de curiosité. Qu'est-ce qui, dans notre façon de penser et de traiter l'information, pourrait automatiquement faire basculer le garçon dans un état de peur la prochaine fois qu'il rencontrera un chien, même des mois, voire des années plus tard? Si l'on considère la peur comme un mécanisme naturel nous avertissant d'une situation menaçante, alors ce qui, dans notre fonctionnement mental, pourrait automatiquement indiquer au garçon que la prochaine rencontre avec un chien est quelque chose à craindre?
Qu'est-il arrivé à sa curiosité naturelle? Il y a sûrement beaucoup à apprendre sur la nature des chiens que cette seule expérience ne lui a appris, surtout si l'on considère que notre esprit semble avoir une capacité d'apprentissage illimitée. Et pourquoi serait-il pratiquement impossible de dissuader le garçon de sa peur? Le pouvoir de l'association. Aussi complexe que ces questions puissent paraître à première vue, la plupart d'entre elles trouvent une réponse assez simple. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous connaissent déjà la réponse. Notre esprit possède une structure intrinsèque qui nous pousse à associer et à relier tout ce qui existe dans l'environnement extérieur et qui est similaire en qualité, caractéristiques, propriétés ou traits à tout ce qui existe déjà dans notre environnement mental, sous forme de souvenirs ou de distinctions. Autrement dit, dans l'exemple de l'enfant qui a peur des chiens, le deuxième chien, ou tout autre chien qu'il rencontre par la suite, n'a pas besoin d'être celui qui l'a attaqué pour qu'il ressente une douleur émotionnelle. Il suffit qu'il y ait suffisamment de ressemblance ou de similarité pour que son esprit établisse un lien entre les deux. Cette tendance naturelle de notre esprit à associer est une fonction mentale inconsciente qui se produit automatiquement. Ce n'est pas quelque chose à laquelle nous devons penser ou décider. Une fonction mentale inconsciente serait analogue à une fonction physique involontaire comme un battement de cœur. Tout comme nous n'avons pas besoin de penser consciemment au processus qui fait battre notre cœur, nous n'avons pas besoin de penser à relier nos expériences et nos sentiments à leur égard. C'est simplement une fonction naturelle de la façon dont notre esprit traite l'information et, comme un battement de cœur, c'est une fonction qui influence profondément notre façon de vivre. J'aimerais que vous essayiez de visualiser le flux d'énergie bidirectionnel qui inverse la relation de cause à effet, rendant difficile pour le garçon de percevoir d'autres possibilités que celles qu'il a en tête. Pour vous aider, je vais décomposer ce processus en ses plus petites parties et l'expliquer étape par étape. Tout cela peut paraître un peu abstrait, mais comprendre ce processus est essentiel pour libérer votre potentiel et réussir durablement en tant que trader de haut niveau. Premièrement, allons droit au but. Il y a une énergie structurée à l'extérieur du garçon et une énergie structurée à l'intérieur. L'énergie extérieure est chargée positivement, sous la forme d'un chien amical qui veut s'exprimer en jouant. L'énergie intérieure est un souvenir chargé négativement, sous forme d'images mentales et de sons, qui représentent la première expérience du garçon avec un chien. Ces énergies intérieures et extérieures peuvent toutes deux s'immiscer dans les sens du garçon et, par conséquent, lui faire vivre deux types de situations différentes. L'énergie extérieure peut agir sur lui comme une force qu'il pourrait trouver très agréable. Ce chien exprime des caractéristiques comportementales telles que l'enjouement, la gentillesse et même l'amour. Mais gardez à l'esprit que ce sont des caractéristiques que l'enfant n'a pas encore expérimentées chez un chien. Elles n'existent donc pas de son point de vue. Comme dans l'exemple du tableau des prix présenté précédemment, l'enfant ne sera pas capable de percevoir ce qu'il n'a pas encore appris, à moins d'être dans un état d'esprit propice à l'apprentissage. L'énergie intérieure a également du potentiel et n'attend que de s'exprimer. Mais elle agira sur les yeux et les oreilles du garçon d'une manière qui le menacera. Cela engendrera à son tour une expérience de douleur émotionnelle, de peur, voire de terreur. Vu sous cet angle, on pourrait croire que le garçon a le choix entre s'amuser ou avoir peur, mais ce n'est pas le cas, du moins pas sur le moment. Des deux possibilités qui s'offrent à lui dans cette situation, il ressentira sans aucun doute la douleur et la peur, plutôt que l'amusement. Cela est vrai pour plusieurs raisons. Premièrement, comme je l'ai déjà indiqué, notre esprit est programmé pour associer et relier automatiquement et instantanément des informations présentant des caractéristiques, des propriétés et des traits similaires. Ce qui est extérieur à l'enfant, sous la forme d'un chien, ressemble et sonne de la même manière que celui qui est dans son esprit. Cependant, le degré de similarité nécessaire à son esprit pour relier les deux est une variable inconnue. Autrement dit, j'ignore le mécanisme mental qui détermine le degré de similarité nécessaire à notre esprit pour associer et relier deux ou plusieurs ensembles d'informations. Puisque l'esprit de chacun fonctionne de manière similaire, tout en étant unique, je suppose qu'il existe une certaine tolérance à la similarité ou à la dissemblance, et que chacun de nous possède une capacité unique quelque part dans cette fourchette. Voici ce que nous savons. Lorsque le chien suivant entre en contact avec les yeux ou les oreilles du garçon, s'il y a suffisamment de similarité entre son apparence ou ses cris et le chien ancré dans sa mémoire, alors son esprit reliera automatiquement les deux. Cette connexion, à son tour, libérera l'énergie négative de sa mémoire dans tout son corps, le submergeant d'un sentiment très inconfortable d'appréhension ou de terreur. Le degré d'inconfort ou de douleur émotionnelle qu'il ressentira sera équivalent au traumatisme subi lors de sa première rencontre avec un chien.
Ce qui se produit ensuite est ce que les psychologues appellent une projection. Je l'appellerais simplement une autre association instantanée qui fait apparaître la réalité de la situation, du point de vue du garçon, comme une vérité absolue et incontestable. Son corps est alors rempli d'énergie négative. En même temps, il est en contact sensoriel avec le chien. Ensuite, son esprit associe les informations sensorielles, les informations que ses yeux ou ses oreilles perçoivent avec l'énergie douloureuse qu'il ressent en lui-même, ce qui donne l'impression que la source de sa douleur et de sa peur est le chien qu'il voit ou entend à ce moment-là. Les psychologues appellent la dynamique de ce que je viens de décrire une projection, car, en un sens, le garçon projette la douleur qu'il ressent sur le chien. Cette énergie douloureuse lui est ensuite renvoyée, de sorte qu'il perçoit un chien menaçant, douloureux et dangereux. Ce processus rend le second chien identique, en termes de caractère, de propriété et de traits, à celui qui se trouve dans la mémoire du garçon, même si les informations que ce second chien génère sur son comportement ne sont pas identiques, ni même similaires, à celles du chien qui a attaqué le garçon. Puisque les deux chiens, celui dans l'esprit du garçon et celui à l'extérieur, ressentent exactement la même chose, il est extrêmement improbable que le garçon soit capable de distinguer le comportement du second chien de celui qu'il est dans son esprit. Ainsi, au lieu de percevoir cette nouvelle rencontre avec un chien comme une occasion d'expérimenter quelque chose de nouveau sur la nature canine, il perçoit un chien menaçant et dangereux. Maintenant, si vous y réfléchissez un instant, qu'est-ce qui, dans ce processus, indiquerait au garçon que son expérience de la situation n'était pas la vérité absolue et incontestable? La douleur et la peur qu'il ressentait dans son corps étaient certainement la vérité absolue. Mais qu'en était-il des possibilités qu'il percevait? Étaient-elles vraies? De notre point de vue, elles ne l'étaient pas. Cependant, du point de vue du garçon, comment pourraient-ils être autre chose que la véritable réalité de la situation? Quelles alternatives s'offraient-il à lui? Premièrement, il ne peut percevoir les possibilités qu'il ne connaît pas encore. Et il est extrêmement difficile d'apprendre quoi que ce soit de nouveau quand on a peur, car, comme vous le savez déjà, la peur est une forme d'énergie très invalidante. Elle nous pousse à nous replier sur nous-mêmes, à nous préparer à nous protéger, à fuir et à restreindre notre champ d'attention. Tout cela rend très difficile, voire impossible, de nous ouvrir à de nouveaux apprentissages. Deuxièmement, comme je l'ai déjà indiqué, pour le garçon, le chien est la source de sa souffrance, et dans un sens, c'est vrai. Le deuxième chien l'a bien fait puiser dans la douleur déjà présente dans son esprit, mais ce n'en était pas la véritable source. Il s'agissait d'un chien chargé positivement qui s'était connecté à l'énergie négative du garçon par un processus mental automatique et involontaire, fonctionnant à une vitesse supérieure à celle d'un clignement d'œil. Alors, pour lui, pourquoi aurait-il peur si ce qu'il percevait du chien n'était pas la vérité absolue? Comme vous pouvez le constater, le comportement du chien, ou ce que quelqu'un pourrait dire à l'enfant pour justifier sa peur, n'y changerait rien, car il percevra toute information que le chien génère sur lui-même d'un point de vue négatif. Il n'aura pas la moindre idée que son expérience de douleur, de peur et de terreur était entièrement autogénérée. Maintenant, s'il est possible pour le garçon d'autogénérer sa propre douleur et sa propre terreur et, en même temps, d'être fermement convaincu que son expérience négative venait de l'environnement, est-il également possible pour les traders d'autogénérer leurs propres expériences de peur et de douleur émotionnelle lorsqu'ils interagissent avec les informations du marché et d'être totalement convaincus que leur douleur et leur peur étaient complètement justifiées par l'environnement? Quelles sont les circonstances? La dynamique psychologique sous-jacente fonctionne exactement de la même manière. L'un de vos objectifs fondamentaux en tant que trader est de percevoir les opportunités disponibles, et non la menace de la souffrance. Pour apprendre à rester concentré sur les opportunités, vous devez connaître et comprendre sans équivoque la source de la menace. Ce n'est pas le marché. Le marché génère des informations sur son potentiel d'évolution depuis une perspective neutre. Parallèlement, il vous offre, à vous, l'observateur, un flux incessant d'opportunités d'agir par vous-même. Si ce que vous percevez à un moment donné vous effraie, posez-vous la question suivante: l'information est-elle intrinsèquement menaçante, ou ressentez-vous simplement l'effet de votre propre état d'esprit? Je sais que ce concept est difficile à accepter, alors je vais vous donner un autre exemple pour illustrer ce point. Imaginons un scénario où vos 2 ou 3 dernières transactions ont été perdantes. Vous observez le marché et les variables que vous utilisez pour indiquer l'existence d'une opportunité sont désormais présentes. Au lieu d'exécuter immédiatement la transaction, vous hésitez. La transaction vous paraît très risquée, si risquée même, que vous commencez à vous demander s'il s'agit réellement d'un signal.
Vous commencez alors à recueillir des informations pour justifier son échec probable. Ce sont des informations auxquelles vous ne prêteriez normalement pas attention, et qui ne font certainement pas partie de votre méthodologie de trading. Pendant ce temps, le marché évolue. Malheureusement, il s'éloigne de votre point d'entrée initial, celui auquel vous auriez pu vous positionner si vous n'aviez pas hésité. Vous êtes alors en conflit, car vous souhaitez toujours vous positionner. L'idée de rater une transaction gagnante est pénible. Parallèlement, à mesure que le marché s'éloigne de votre point d'entrée, la valeur monétaire du risque lié à la participation augmente. Le bras de fer intérieur s'intensifie. Vous ne voulez pas passer à côté de l'opportunité, mais vous ne voulez pas non plus vous faire avoir. Au final, vous ne faites rien, paralysé par le conflit. Vous justifiez votre immobilité en vous disant qu'il est trop risqué de courir après le marché, tout en vous angoissant à chaque tic qui le fait évoluer vers ce qui aurait été une belle opération gagnante. Si ce scénario vous semble familier, demandez-vous si, au moment où vous avez hésité, perceviez-vous ce que le marché vous proposait, ou ce que votre esprit vous renvoyait? Le marché vous a envoyé un signal. Mais vous n'avez pas perçu le signal d'un point de vue objectif ou positif. Vous ne l'avez pas vu comme une occasion de ressentir le sentiment positif que procurerait un gain ou un gain d'argent, alors que c'est précisément ce que le marché vous offrait. Réfléchissez-y un instant, si je modifiais le scénario de sorte que vos 2 ou 3 dernières transactions soient gagnantes plutôt que perdantes, auriez-vous perçu le signal différemment? L'auriez-vous perçu davantage comme une opportunité de gain que dans le premier scénario? Si vous aviez enregistré 3 transactions gagnantes consécutives, auriez-vous hésité à placer cette transaction? Très peu probable. En fait, si vous êtes comme la plupart des traders, vous auriez probablement sérieusement envisagé de vous renforcer. Dans chaque situation, le marché a généré le même signal. Mais votre état d'esprit était négatif et anxieux dans le premier scénario, ce qui a provoqué votre échec. Vous vous êtes concentré sur la possibilité d'un échec, ce qui vous a fait hésiter. Dans le deuxième scénario, vous n'avez perçu aucun risque. Vous avez peut-être même pensé que le marché réalisait un rêve. Vrai. Cela rendrait alors facile, voire contraignant, de s'engager financièrement de manière excessive. Si vous acceptez que le marché ne génère pas d'informations positives ou négatives, comme caractéristique inhérente à son mode d'expression, alors la seule autre façon dont l'information peut prendre une charge positive ou négative est dans votre esprit, et cela dépend de la façon dont elle est traitée. Autrement dit, le marché ne vous pousse pas à vous concentrer sur l'échec et la douleur, ni sur la victoire et le plaisir. Ce qui rend l'information positive ou négative est le même processus mental inconscient qui a amené le garçon à percevoir le deuxième chien comme menaçant et dangereux, alors que celui-ci ne lui offrait que du jeu et de l'amitié. Notre esprit associe constamment ce qui est extérieur à nous à ce qui est déjà présent dans notre esprit, donnant l'impression que les circonstances extérieures et le souvenir, la distinction ou la croyance qui y sont associées sont exactement les mêmes. Par conséquent, dans le premier scénario, si vous veniez de subir 2 ou 3 pertes, le prochain signal du marché annonçant une opportunité vous paraîtra excessivement risqué. Votre esprit relie automatiquement et inconsciemment le moment présent à vos expériences de trading les plus récentes. Ce lien vous plonge dans la douleur de la perte, créant un état d'esprit craintif et vous amenant à percevoir l'information à laquelle vous êtes exposé à ce moment-là sous un angle négatif. Le marché semble alors exprimer des informations menaçantes, ce qui justifie bien sûr votre hésitation. Dans le second scénario, le même processus vous amène à percevoir la situation sous un angle excessivement positif, car vous venez de subir 3 gains. Une rongée. L'association entre le moment présent et l'euphorie des 3 dernières transactions crée un état d'esprit excessivement positif, voire euphorique, donnant l'impression que le marché vous offre une opportunité sans risque. Bien sûr, cela justifie un engagement excessif. Au chapitre 1, j'ai expliqué que nombre des schémas mentaux qui entraînent les pertes et les erreurs des traders sont si évidents et profondément ancrés qu'il ne nous viendrait jamais à l'esprit que la raison de notre incohérence de pensée est notre façon de penser. Comprendre, prendre conscience et apprendre à contourner la propension naturelle de l'esprit à associer est essentiel pour atteindre cette constance. Développer et maintenir un état d'esprit qui perçoit le flux d'opportunités du marché, sans la menace de la douleur ou des problèmes causés par un excès de confiance, nécessitera une maîtrise consciente du processus d'association. Merci d'avoir écouté cette deuxième partie, veuillez cliquer sur le lien dans la description pour la suite. Abonnez si ce n'est pas encore fait.